Allez, bonjour à vous, bonjour à tous, mesdames et messieurs, excellent début de semaine et merci de nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui commence à l'instant. Qu'est-ce qui se passe dans le sérail aujourd'hui? Jeune Afrique d'ailleurs, le magazine vient de faire une grande révélation, d'ailleurs impressionnante, dit-il. Les opérateurs économiques, les ambassadeurs étrangers et même le patronat n'hésitent plus justement de contourner celui qu'on appelle aujourd'hui le secrétaire général à la présidence de la République pour s'adresser directement à Paul Biya. Quel est le rôle que joue effectivement M. Ngongo à la présidence de la République aujourd'hui? Pourquoi le patronat, pourquoi les étrangers, pourquoi la diplomatie décide désormais de le contourner pour avoir accès directement au chef de l'État? Qu'est-ce qui se passe dans le sérail? Madame, Messieurs, des sujets qui gravitent autour de la République, on en parle encore ce matin. Mais surtout, quel est ce ministre qui a été chassé, souvenez-vous, en fin de semaine dernière, aux obsèques de la sœur aînée du chef de l'État? Ça fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Les Camerounais ne cessent justement de l'invectiver, mais se poser la question de savoir pourquoi choisir de se rendre aux obsèques de la sœur aînée du chef de l'État au moment où la troisième session, justement, la troisième session ordinaire se tenait au Parlement, alors qu'il devrait également se concentrer à justifier son budget de l'année à venir. Pourquoi choisir d'y aller avant même de se faire refouler? Madame, Messieurs, on en parlera assurément ce matin dans le cadre de votre programme. Merci de retrouver la grande famille qui est au complet. Dominique Audrey Yengelek, Bonbon Bengan Kandji, Charles Bachou, Karine Santia, ensemble unis pour la même mission. Bienvenue à vous, restez chez vous. Charles Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour également à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent très loin, oui, très très loin du Cameroun ce matin. Et on va bien sûr souhaiter à nouveau la bienvenue déjà à d'abord Bonbon Bengan Kandji. Bonjour Bonbon et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le combat recommence avec le terminal à conteneurs, le groupe Bolloré et le port autonome de Douala. Apparemment Bolloré aurait gagné à Paris, au tribunal arbitral, mais le port et l'État du Cameroun sont sereins. Le problème se trouvera au niveau de l'État du Cameroun. Acceptera-t-il cet État du Cameroun continuer à faire des courbettes face à la politique étrangère de la France? Bolloré a au moins 5 terminaux sur le seul port. Il veut tout prendre. Pourquoi? Un secteur névralgique et stratégique qu'on va confier à un étranger. Le port de Marseille serait-il géré par les Néerlandais? Ce n'est pas acceptable dans l'environnement français. Non, mais nous, chez nous, on confie tout aux étrangers et surtout français. C'est malheureux. C'est malheureux, Bonbon Bengan Kandji, vous le dites d'ailleurs ce matin sur cette sortie, ces réactions. On en parlera bien sûr au courant de l'émission avec ces réactions du port autonome de Douala après le verdict de la chambre d'arbitrage qui a donné gain de cause sur cette bataille concernant, on va dire, le contrôle du terminal à conteneurs du port autonome de Douala aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est réellement dit entre eux? Quel regard peut-on jeter réellement sur le directeur général du port autonome? Quelle appréciation peut-on en faire de ces nombreuses actions? Est-ce que le Cameroun peut avoir sa souveraineté en obtenant bien sûr ce terminal à conteneurs et en jouir véritablement? Karine Santia, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tous ceux qui ont participé au concours de la douane en 2014, qui jusqu'ici disent n'avoir jamais reçu les résultats de ce concours. Concours de la douane 2014, ils n'ont jamais eu de résultats? Jamais? C'est ce qu'ils disent. Qui sont ceux qui se plaignent? Des étudiants qui ont participé à cet examen-là. Vous savez que chaque année, l'État du Cameroun lançait le concours de la douane. Effectivement. Et jusqu'ici, encore, plusieurs d'entre eux disent que les résultats de 2014 ne sont jamais sortis. Très bien. Dominique Audrey, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Les populations de Dizangué, on est dans la Sanaga maritime. Oui, tout à fait. Oui, dans la Sanaga maritime là-bas, souffrent de coupures d'électricité depuis sensiblement 3 semaines. Les enfants ont des difficultés là-bas pour étudier. Les petits commerces sont mis à mal. Donc aujourd'hui, je porte la voix de ces populations-là qui crient à l'aide et demandent le retour de l'électricité.
Et nous portons nous aussi la voix ce matin sur les antennes Equinox Télévision avec 10 le Zénith, la voix des Camerounais qui chaque jour ou chaque semaine arpentent l'axe lourd Douala, Bafoussam, Bafoussam, Douala. Extrêmement grave de le savoir et de le dire ici. Où est passé le ministre ou encore le ministère des Travaux publics? Est-ce que le chef de l'État, Paul Biya, lui-même peut choisir de faire l'axe lourd Douala Bafoussam ou Bafoussam Douala pour voir l'état de la route aujourd'hui, le niveau de dégradation? Est-ce qu'on peut comprendre qu'entre Douala et Bafoussam, on roule serpenté? On ne peut pas suivre une route linéaire. Est-ce qu'on peut réaliser que la route n'a plus de sens justement sur cet axe routier? Et on interpelle encore ce matin le ministre des Travaux publics et on demanderait bien de savoir pourquoi cette route est comme c'est le cas aujourd'hui. On sait justement qu'en 2019 et 2018-2019, on a connu une série d'accidents. Et bien, on se rend compte aujourd'hui que le Cameroun aurait abandonné ceux qui partent de Bafoussam pour Yaoundé ou encore ceux qui partent de Bafoussam pour Douala, Douala Yaoundé. Allez voir l'état de la route. D'ailleurs, on interpelle ce matin le ministre Nganou Ndjoumessi. Différents tours, vraiment, dans les minutes qui suivent. Allez voir ce que la route Douala Bafoussam vous propose en termes de qualité de la route. Inacceptable pour le Cameroun. Vous connaissez les plateformes, mesdames et messieurs. Et en tout cas, ensemble, on en reparlera. 10 le Zénith pour ceux qui nous regardent sur Equinox, sur les réseaux sociaux. Vous avez Equinox TV. Laissez-nous vos commentaires. Ce numéro au bas de l'écran, laissez-nous vos commentaires au sujet. On vous lira. Bienvenue à tous. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin, je vous en prie. L'histoire de ce matin est adressée à Père Mbomboke Charles Armel. C'est l'histoire d'une famille. Et aux téléspectateurs aussi qui donneront leurs avis. Oh oui, disons ça, ajoutons ça comme cela. Oui, pardon. Donc, c'est quelques personnes qui m'ont rencontré pour poser le problème que rencontre leur famille aujourd'hui. Ils ont leur jeune frère qui est entrepreneur. Il a fait dans les constructions, il a fait dans le bâtiment. Et à Yaoundé, il a eu une relation avec une jeune femme qu'il a mise enceinte et avec qui il a eu un enfant. Au sortir de cette relation, il a eu un contrat qu'il a transporté jusqu'au Gabon. Et là-bas, il devait travailler sur un chantier. Heureusement ou malheureusement, arrivé là-bas, il a rencontré une femme avec qui il a eu une autre relation. Celle du Cameroun est restée. Et la nouvelle femme, c'est une Camerounaise qui a sa famille ici, au Cameroun. Après la fin du chantier, arrivé au terme du contrat là-bas, le jeune garçon est revenu ici pour terminer le chantier de sa propre maison qu'il avait entamé avec la première qui a déjà un enfant. Avant de s'en aller. Oui. Il termine le chantier et il décide d'entrer dans sa maison. Logiquement, toute la famille sait qu'il va entrer avec la mère de l'enfant, celle du début. Sauf que la surprise a pris tout le monde puisqu'il a décidé d'entrer dans la maison avec la femme qu'il a rencontrée au Gabon, au détriment de celle qui avait déjà un enfant. Malgré les barrières posées par la famille et tout, il a décidé, contre tout et tout le monde, d'entrer avec la nouvelle femme dans la maison. Lorsqu'elle entre dans la maison, il y a eu une tante, leur tante aînée, qui est comme leur grand-mère, qui est allée rencontrer la jeune femme et tout. Et durant une conversation, certainement des chamailles, la nouvelle a dit à la tante, si jamais votre fils meurt, ne franchissez même pas le seuil de cette porte, parce que cette maison, c'est la mienne. La famille, vous imaginez ce que ça peut causer au sein de la famille de l'homme. Ça n'a rien changé. Aujourd'hui, le monsieur dit qu'il veut se marier. Il veut se marier dans 2 semaines. Et il a décidé de se marier sous le régime monogamique avec cette jeune femme qu'il a rencontrée au Gabon. Sa famille maternelle et paternelle est contre ce mariage et il n'a même pas encore doté la fille. Donc lui, il veut se marier. Il a convoqué des réunions et des réunions. La famille continue de dire non. Ils ont même projeté de faire, faire obstacle. Faire opposition. Oui, pendant la cérémonie de mariage, le marié, quant à lui, essaye de marchander, de parlementer avec sa famille, mais sa famille est contre. Ils estiment qu'il doit signer le régime polygamique pour que sa femme baisse un peu d'un cran, sans ailes. Oui, qu'elle perde un peu des ailes. Donc voilà ça la situation, comment gérer cette situation-là. Une femme qui n'est pas dotée, une autre qu'on a mis de côté, on a carrément abandonné, mais elle dit qu'il s'occupe tout de même de son enfant. Et si l'homme n'aime plus la première femme, qu'est-ce qu'on fait de lui? Non, ça c'est pas un problème. C'est qu'aujourd'hui,
le problème n'est même plus la première. Et donc, C'est qu'on ne veut puisque pas le on rentre mariage dans l'histoire, moi je si- pose la question. Oui, monsieur. Si l'homme n'aime plus la première là, vous savez qu'il a fait un premier enfant avant de partir Oui. au Gabon, et que arrivé au Gabon, il a rencontré la femme forcément de sa vie. Si on veut. Oui, si on veut, effectivement, on s'appelle la femme de sa vie. Sauf que celle Alors qui nous a maintenant, abandonnés, il revient. Il faut savoir ce qu'on fera de la première. C'est véritablement un problème. Non, c'est pas un problème. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a des- Qu'est-ce il qu'il y a doit des faire? gens Qu'est-ce qui qu'il doit disent faire cet que- homme? Non, lui, il n'a Écouter pas sa de famille, problème. écouter sa famille, et épouser la fille sous un régime polygamique. Qu'est-ce qu'il doit faire de votre point de vue? Je veux dire que c'est plutôt la famille qui doit faire quelque chose. Voilà. C'est la famille qui pose le problème parce que lui, il dit qu'il veut se marier sous le régime Ah d'accord. monogamique. Et la famille estime que la femme n'est pas suffisamment bonne pour qu'on la prenne à elle seule. Alors- Si elle est la seule femme, elle va prendre, elle va chasser tout le monde. La question, je vous la pose. Oui, monsieur. La famille devrait-elle choisir l'époux d'un homme? Non, Pourquoi? pas du tout. La famille, j'estime que la famille ne doit pas choisir le partenaire de leur enfant. Mais maintenant, au partenaire en face, chacun doit L'époux, pouvoir l'épouse. faire, oui, la Voilà. potentielle épouse, Ouais. la prétendante ou le prétendant, chacun doit faire ses preuves, chacun doit se faire accepter. Lorsqu'on décide de se mettre avec quelqu'un, généralement, les premiers contacts, les premiers abords ne sont pas faciles. Si vous rencontrez un fils unique et qui n'a vécu qu'avec sa mère, vous risquez d'être toujours en porte-à-faux avec sa mère parce que sa mère a tendance, la mère de l'enfant unique a tendance à être possessive envers son fils et la présence d'une autre femme dans la vie de son fils, elle le voit généralement comme la perte de son fils. Une femme qui vient prendre toute l'attention de son fils qui était tout le temps avec elle, qui l'appelait tout le temps, ne va plus le faire parce qu'il sera partagé entre sa femme et sa mère. Donc, à ce moment-là, la femme qui veut entrer dans la famille doit se faire accepter. D'abord, elle doit faire ses preuves là-bas, montrer à la famille de l'homme que, en fait, oui, lorsque vous me regardez, j'ai l'air d'être hautaine, j'ai l'air d'être insoumise et tout, mais au fond de moi, je peux être douce, je peux être serviable et entre autres. Donc, cette jeune femme, aujourd'hui, ne peut pas avoir l'aval de sa belle famille parce que dès le contact, si vous dites à la femme qui a élevé votre mari que s'il meurt, vous n'entrerez pas ici, quel que soit lambda, la relation ne va pas marcher. Et à un moment, cette famille pourrait être tentée de se dire, mais est-ce que cette femme n'aurait pas charmé notre fils? Comment se fait-il que, entre quelques mois, quelques années de relation, notre fils décide de radicalement changer de la sorte? Donc cet homme, il gagnerait à prendre du recul. Moi, je ne sais pas quelle est la valeur d'un mariage sans dot. Peut-être Père Mambok va nous expliquer si c'est valable sur le plan en Afrique, d'épouser une femme sans la doter d'abord, parce qu'il y a des gens qui le font couramment maintenant. On épouse, on fait d'abord la mairie et tout avant de venir doter, si c'est valable, mais qu'il prenne son temps. Et sa famille doit multiplier des réunions, multiplier, parce que de toute façon, votre fils a besoin de sa Multiplier des réunions pour le dissuader au mariage, pour l'empêcher de se marier. Multiplier des réunions pourquoi? Pour repousser d'abord ce mariage. Pour repousser le mariage. Parce que on ne peut pas, oui, même si les enfants, les jeunes, les personnes qui veulent se marier ont le pouvoir de décision, personne n'aimerait être dans un foyer où personne ne vous aime, où personne ne vous appelle, où personne ne vient vous rendre visite. À un moment, vous allez vous sentir mal. Donc, il faut tout de même avoir l'aval. Vous ne pouvez pas être dans une famille et tout le monde vous déteste. Parce qu'elle a brutalisé sa belle-mère, elle a insulté sa belle-mère, brutalisé son beau-frère. Vous voyez que c'est... Est-ce que ce type de femmes, justement, c'est des femmes à garder, Karine Sontia? Est-ce que la famille n'a pas raison de dire aux garçons, fais attention, parce que celle que tu risques de prendre peut être la chute de ta vie, peut être... C'est par là que ta mort peut venir, comme on aime à le dire vulgairement. Si on veut, hein, il sait bien pourquoi il choisit de rester avec elle. Qu'est-ce qui peut justifier ça de votre point Je ne de suis vue? pas dans sa tête. Hein. Non, je dis un justificatif. Je ne suis pas dans la que- tête du garçon. Je le dis encore. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi une femme est très mal élevée, mais c'est le choix d'un homme? Je ne veux pas comprendre pourquoi elle est comme ça. Ce qui peut expliquer ce genre de relation, c'est que peut-être que le gars aime aussi sa violence. Ou alors qu'il a mangé quelque chose, comme on dit chez nous. Mais la vérité, c'est que lui seul peut savoir pourquoi il continue à être avec elle. Parce qu'on a vu des hommes qui, même comme leurs épouses battaient leur maman,
il continue à rester avec elle. Donc maintenant, on pourra interpréter en disant qu'il a été charmé, il a eu ci, il a eu ça. Mais je peux vous dire que toutes nos personnes, ce n'est pas une caricature que je fais sur un pays particulièrement. Oui. Mais je peux vous dire que toutes les personnes qui viennent de ce pays-là, généralement, sont perçues différemment. Et on nous dit, généralement ici, moi, tous les membres de ma famille qui y sont allés, quand ils sont retournés, ils étaient soit décédés, soit malades au point de décéder. Vous parlez bien du Gabon? Oui, c'était soit malade au point de décéder. Maintenant, pour une femme que vous avez pris là-bas et qui a ce comportement, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais la vérité c'est que seul le garçon sait pourquoi il est avec cette fille. Et moi, ce que je vais dire à la famille aujourd'hui qui s'oppose et qui n'arrive pas à trouver gain de cause, c'est que cada uno lleva su cruz. Comme le disait notre enseignant d'espagnol. Chacun porte sa croix. Parfois, quand vous voulez aider un enfant à porter son sac et à le placer sur sa tête, il vous dit non, je peux. Laissez cet enfant porter son sac, le placer sur sa tête. Au moment où il placera à l'arrière, quand il va rater le milieu de la tête, il va placer à la nuque, c'est où il comprendra que parfois vous avez besoin d'écouter les autres avant d'agir. Donc à ce moment-là, s'ils sont trop engagés dans ça, laissez-les, la loi leur permet de se marier parce qu'ils sont des adultes vaccinés, ils n'ont pas besoin de l'aval de la famille X et Y pour signer un acte de mariage. Donc qu'ils le fassent. Maintenant, quand il y aura les retombées, asseyez-vous chez vous et attendez le retour. On dit très souvent que faire le... Comment dire? Qui choisit mal sa femme, choisit justement sa mort de chaque jour. Charles Mbachou, le choix d'une femme réelle, de votre point de vue, sur quoi cela peut reposer? Monsieur Michel Ngachou. Oui, Charles Amel. Vous n'épousez pas une femme pour vous. Vous épousez la femme pour la famille. Parce que le rôle de la femme est de servir la famille. La femme est l'interface entre vous et la famille, entre vous et la société. Dans l'histoire de ce jour, ou bien peut-être l'histoire de ce jour nous enseigne que, pour ceux qui ont oublié, que l'homme a 3 visages. Et tant qu'on n'a pas découvert les 3 visages de l'homme, il faut se méfier. Le premier visage de l'homme, c'est la pauvreté. Pendant l'étape de pauvreté, il est humble, il est serviable, il est prêt à tout. Et il y a le deuxième visage, celui de la richesse. C'est là où il y a l'orgueil, l'arrogance, l'insolence, la pétulance, comment on va dire, et ça suffit. Nous sommes à la deuxième étape. Mais il n'est pas loin du troisième visage qui est l'échec. Celui où on comprend que la vie ne vaut rien, la vie est vanité des vanités. Quand vous voyez quelqu'un qui vous tient ce langage, souvenez-vous qu'il a été un jour, il a géré et ça l'a rattrapé. C'est comme ça. Tous finissent toujours comme ça, monsieur Michel Ngachou. Alors, voilà quelqu'un qui a pris une femme. Premièrement, c'est un bavard. C'est un bavard, c'est un mouchard. C'est le genre d'homme qui, lorsqu'il est couché avec sa femme, dit, tu vois, telle cousine là, je ne l'aime même pas. Elle me faisait comme ça quand on était petit. Tu vois ma famille là, comme ils sont là comme ça, comme ils viennent ici à la maison, ce n'est que mon agent qui vient me prendre. Regardez l'insolence et l'arrogance avec laquelle la femme cause et traite Satan en disant, sachez que s'il meurt, ne passez même pas si la maison, c'est la mienne. Alors vous vous rendez donc compte que ce gars est en train de vomir un ensemble de choses à sa femme. Tu vois, telle tante, quand je partais à l'école, je passais, même les beignets ne me donnaient pas. Donc si elle vient même un jour que je dis que je ne suis pas là, tu vois tel cousin, vous avez donc des hommes qui jouent, vous voyez des hommes qui jouent ce rôle. Non, on dit, la maison qui parle d'un étranger ne parle pas d'un seul étranger, mais de tous les étrangers qui entrent dans cette maison, dont le père se trouve compris à l'intérieur de ce film. Monsieur Michel Ngachou, la femme décide d'aller en mariage. L'homme décide de prendre femme. Est-ce que c'est lui qui parle? Bonne question. C'est pas lui qui parle. Quand quelqu'un dit j'ai décidé de me marier, je lui dis tais-toi. Tu es qui pour décider de te marier? C'est la famille qui estime que tu es prêt à prendre femme. Et c'est la famille. Dominique Audrey, ça me fait. J'ai bien envie d'éclater moi aussi de rire. Il y a une question qu'on pose. Comme on parle au village Ngachou, tu attends quoi pour prendre femme? Non, maman, j'y pense. Pardon? C'est la maman qui commande même Ngachou. Tous les jours, tu es en place. Ça veut dire quoi? Il faut que tu aies une femme. L'idée ne vient jamais de l'homme, ni de la femme. Ma fille, regarde, tu travailles déjà. Apporte-moi un enfant.
la famille engage la procédure du mariage dans votre cerveau, le psychique. Maintenant, vous sortez, maman, il y a qui? Ah, j'ai même 3 gars qui tournent là. Amène-les, je vais les voir. Amène-les, je veux causer avec eux. C'est comme ça que le premier gars vient. On lui donne la canne, il suce. On presse, rien ne sort. Celui-là, et qui ne revient plus. On appelle l'autre. Le gars arrive, il entre dans la famille, il compose. On dit oui, le gars c'est bien, mais c'est un composé. Il faut être sûr que ce gars n'a pas le ovacense. Troisième arrive, la maman commence à faire, et après dit à sa fille, celui-ci je le sens. Ce n'est qu'une seule phrase. C'est le père même qui dit, cette femme, je la sens parce que chaque fois qu'elle vient, elle me prépare mon igname avec l'huile rouge tournée, mon macabon avec le dollar. Elle s'occupe bien de moi. Cette fille est bien. C'est par rapport aux autres que vous vous engagez. Raison pour laquelle, elle qui commence à poser des actions, là maintenant, c'est que cette femme, elle ne pourra même pas donner de l'eau à son père. Elle ne pourra même pas donner, ne serait-ce que M. Michel Kachou, un morceau de patate. Alors, ce mariage, nous n'acceptons pas. Voilà pourquoi il organise réunion sur réunion. Personne ne viendra. Il devra donc faire comme les occidentalisés, dire, comme tout à l'heure a dit Dominique Audrey, je pars à la mairie, je me marie, je mets là-bas au diable. Voilà. Allez, mais bon, quand même, Dominique a posé une question qui était essentielle. Quel est justement le poids du mariage que l'on pourra faire sans avoir réalisé la dot? Est-ce qu'un mariage sans dot pour nous, Bantou, pour nous Africains, cela a un sens? Non. On avance. Je pense qu'il faut d'abord dire la chose simple suivante. On pense que la dot, c'est un facteur, c'est une régression sociale. L'Occident est arrivé à ces niveaux par des multiples vicissitudes des guerres qui les ont mis. C'est-à-dire que ce n'est pas l'évolution, contrairement à ce qu'on pense, qui a arrêté la dot en Occident. Il y avait bien la dot. Et comme l'Occident fait la guerre, aime la guerre, il s'est trouvé à un moment donné qu'il y avait plus de filles que de garçons. Et là, la situation s'est inversée. C'est les garçons, c'est les filles qui, au retour de la guerre, allaient donner des présents aux garçons pour leur demander en mariage. Après, plus tard, ça s'est équilibré au point où on ne fait plus. Donc, ce n'est pas une chose pensée où on veut dire d'autres. Non, non. La dot existe bien dans toutes les civilisations. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est la famille. Et lorsque vous donnez la dot, ce n'est pas au père ou à la mère de la mariée, c'est à la famille. C'est là la famille. C'est pour ça qu'on dit symbolique. On avait acheté le savon à notre fille pour se laver, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, la fille, quand elle part, la famille, sa famille l'accompagne, lui disant on va l'installer. Même si son mari est milliardaire, on va lui acheter des choses où on l'installe. On lui dit maintenant, tu es une femme, voilà comment ta famille t'accorde. Donc, en fait, on prévoit le mariage comme la recherche du bonheur. Et ce garçon, il est déjà mort, il s'est suicidé. Il reste seulement l'annonce du jour du deuil. Il est mort, lui-même il sait, il est mort. Et la fiancée a seulement vite prononcé, quand il va mourir, bon, je ne verrai personne. Mais le gars lui-même sait qu'il s'est suicidé, il est mort. Donc en réalité, on peut le repêcher de la mort. On peut le sauver de la mort quand même. Oui, on peut le sauver de la mort s'il veut. Est-ce que la famille doit apprécier la fille qui va entrer chez elle, tout comme la famille de la fille doit apprécier le garçon qui vient prendre leur fille? Il est comment? Il est radin, il est gentil, il est... Tout ça, il n'y a pas eu ces échanges-là. Donc la famille du garçon ne sait rien de la fille. Tout comme la famille de la fille ne sait rien du garçon. Donc en fait, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. Puisque c'est deux familles qui se marient. Ce n'est pas deux jeunes se sont rencontrés, mais il n'y a pas encore de mariage. Si je se marie, mon Bengan, si se marie véritablement, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences qui peuvent en découler? J'ai dit du point de vue traditionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de rites qu'il va falloir faire justement aujourd'hui pour décoincer quelques blocages qu'ils pourraient avoir au courant de leur vie? Oui, mais nos lois occidentalisées ont mis ça de côté, au point où ils vont seulement assumer les conséquences négatives de cet état de choses, malheureusement. Et c'est pour ça que on conseille aux gens, en fait, vous ne vous mariez pas. Vous vous mettez ensemble, c'est deux familles qui se marient. Mais ce n'est pas vous.
Ça même, c'est un abus de langage. Vous vous mettez ensemble, vous les deux, mais ce sont deux familles qui se marient. Maintenant, quand vous empêchez donc à ces deux familles de se marier, vous devenez comme une touffe d'herbe qui est enveloppée dans l'océan, qui est donc vous balancez là, il y a les eaux partout. En cas de crue, ça vous prend. Vous finissez par avoir le destin d'une femme morte, vous tombez, on vous piétine. C'est pour ça que je dis, ce garçon, il est déjà mort. Il reste seulement à annoncer le jour. Votre fille Cynthia voudrait faire une précision. Il s'agit de quoi quand même? Oui, mais il faut quand même être très culotté pour s'adresser comme ça à la mère de quelqu'un que vous dormez avec lui. Quand vous passez la nuit avec quelqu'un, le matin, vous avez l'enfant de la personne dans votre ventre, mais vous vous adressez mal à sa maman. Parce que il y a que, même lorsque vous n'êtes pas aimé dans une famille, généralement, c'est vous qui faites les chines, c'est vous qui courbez les chines pour qu'on vous accepte. Mais quand on finit même par ne pas vous accepter, vous restez, même si vous restez dans la famille, vous faites tout pour toujours être un peu plus effacé parce que vous savez qu'on ne vous accepte pas. Mais là, il y a un bras de fer. C'est cette partie-là qui me dépasse. C'est lui qui lui a donné cette opinion. Justement, il y a un bras de fer. Et je vais attirer l'attention des hommes qui réussissent à avoir toujours le courage de mal parler de leur famille aux femmes qu'ils rencontrent. Ou encore aux femmes qui réussissent à mal parler de leur famille aux hommes qu'elles rencontrent. Vous faites comment pour parler à un homme qui veut vous épouser en disant que ma mère est née, elle demande trop d'argent, par exemple? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Que depuis que je travaille, je ne respire plus. C'est moi qui fais toutes les dépenses dans la maison. Vous faites ça comment? Que depuis que j'ai fréquenté, mon père pensait que c'était une prise en charge. Vous faites ça comment? Voilà. Parce que vous n'êtes pas seulement redevable envers vos parents, vous êtes redevable envers toute la société entière. Ça veut dire que même quand personne n'a rien fait pour vous, en fait, vous vous sentez redevable envers tous ceux qui viennent vers vous pour demander de l'aide. Mais vous voyez un jeune homme qui, avec sa femme, elle réussit à dire quand même que s'il meurt, elle a prévu dans sa tête qu'il va mourir avant elle. Est-ce que ça... Et il est tranquille parce que c'est vraiment ça. Est-ce que vous, nos sœurs, à un moment donné, vous n'êtes même pas le problème avec nos femmes que nous aimons, que nous voulons épouser? Nous amenons nos sœurs, nous amenons nos femmes à la maison. Et du coup, vous, nos sœurs, vous braquez automatiquement. On se braque toujours face à l'inconnu. Bon. Maintenant, il y a des personnes qui visiblement... Oui, même quand maman a validé, vous, nos sœurs, vous estimez que non, on n'en fait pas. Ça se fait. Maintenant, c'est pas partout. Ça se fait. Il y a aussi des femmes qui, avant d'arriver, se sont déjà braquées. C'est-à-dire que comme je viens là, ils vont me sentir. Pas les affaires que la belle famille a fait, que la belle famille a dit que moi là, je viens pour rester. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. Donc il y a des gens qui arrivent comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas admettre que quelqu'un manque de respect à vos parents. À n'importe qui, même à vos soeurs, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais pas à ma mère ni à mon père. C'est impossible. Virgule, Charles Mathieu, sur la question. Vous voulez forcément peut-être revenir sur la question de l'acceptation d'une femme? Les belles-sœurs sont les gendarmes et les antigants de la famille. C'est important. Il y a deux valeurs qui accompagnent les belles-sœurs. Soit l'exaspération, soit l'étonnement et les inquiétudes. Je commence par le deuxième cas. Les sœurs qui ne voient jamais leurs frères avec des filles commencent à chuchoter entre elles que tu es sûr, elles commencent à inviter leurs copines. Que va tester mon frère. Va un peu tester parce que moi-même là, on voit. Vous voyez, c'est la soeur qui entre en jeu. Elle facilite la relation. Il est dans sa chambre, va toquer. Tu restes même avec lui. Après, tu viens me dire. La fille, lorsqu'elle elle ne sait pas que c'est une machination organisée par la soeur. Ça, c'est l'inquiétude. Il y a les aspirations. Vraiment, il y a des garçons qui ont transformé leur chambre en un aéroport, souffrez que je le dise. Alors chaque fois qu'il arrive, il dit vraiment, je te présente celle-ci, alors elle a tué mon cœur. La soeur reste comme ça, mais la mère dit que celle-ci. Et quand on avait la soeur, la fille, on dit, est-ce que tu vas rester? Vous voyez, c'est là où la soeur entre. Les aspirations, elle est pas plutôt pour détruire, parce qu'elle va dire, avant que celle-ci n'arrive, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel. Donc vous vous rendez compte que ne jouez pas, ne prenez pas son premier degré. Il y a d'une part l'inquiétude, d'autre part les aspirations. Ici, je vous dis, c'est quelqu'un qui a eu de l'argent. Je vous assure, tous ceux qui ont l'argent ont une attitude, ils sont d'une arrogance. Et les femmes aussi. Ils sont... Non, les femmes même parlent. Quand quelqu'un va, les femmes parlent, mais lui, sauf que lui, il dit à sa femme que depuis que je suis parti au Gabon, là, je ne dors plus, je ne respire plus. Maintenant, la femme vient jouer l'étape du bouclier en oubliant qu'en se mettant
en termes d'interface entre son mari et sa famille, elle s'attire les fautes. Merci beaucoup, Chala Membachou. Merci à vous, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'histoire de ce matin? Oh, pardon? Doter nos femmes. Mais bon, vous avez fait ça. Vous ne pouvez pas. C'est votre famille qui n'est pas dotée. Non. Merci, monsieur Michel Ngachou. Dominique. Monsieur. Lorsque on va vous doter, vous n'avez pas 5 francs à mettre dedans. C'est la famille qui cotise pour venir vous doter. Aujourd'hui, vous avez des individus qui viennent, ils tapent la poitrine. Je dote ma femme, m'a demandé 10 millions. Il va dans son compte, il sort 10 millions. Non, monsieur. Est-ce que moi, vous expliquez? Ce n'est pas ça, c'est la famille qui vient doter. Donc, il faut donc laisser le choix des femmes, de nos femmes à nos familles. Oui. C'est ce qu'on va comprendre. Et maintenant, on dirait aussi la famille apprécie. Vous pouvez faire le choix, mais la famille peut aussi choisir. La famille peut vous choisir, votre femme peut vous choisir votre mari. C'est comme ça. En réalité, tout ce qui a été fait régulièrement, ça a toujours marché. Oui. Quand maman te dit... quand c'est la famille qui choisit, ça va mieux. Maman te dit, petit, j'ai un garçon là. Je pense que vous pouvez aller ensemble. Parce que vous pensez toujours qu'on choisit. Non, pas-y sur la fille. Dominique pense ton gars que tu as là. C'est une histoire d'époque, hein, bon moment. Entre copines aujourd'hui, ça ne se fait pas. J'ai mon frère qui pense que c'est la même chose. Et quand la procédure nous arrive, on revient toujours, on apprécie. Parce qu'en réalité, comment vous allez faire pour comprendre, pour connaître, qu'est-ce qu'on supporte? C'est le mauvais côté de quelqu'un. Et on vous apprend donc à connaître le mauvais côté de l'un ou de l'autre. Mais bon, c'est dans cette procédure-là maintenant que lorsque papa n'est pas d'accord, maman peut négocier, maman peut passer par derrière et ainsi de suite. Non? On n'est pas d'accord, on justifie toujours. Oui. Je dis, les femmes brunes là, mon fils, tu vas supporter. Bon, après on va dire, les femmes là, la dot est chère. Bon, les femmes à l'étranger, bon, non, il y a toujours quelqu'un, donc il y a toujours, il y a toujours un moyen pour parlementer. On vous a compris, mon Benga. Le message est passé ce matin en même temps. Attention à vous qui aimez les femmes brunes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir en faire. Mais les femmes noires également, elles sont femmes. Allez, merci à vous, madame, monsieur. Restez des nôtres. Dans un instant, nous parlerons d'autres choses. Et bien, surtout, on attend vos réactions. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des insuffisances procédurales liées à l'adoption du budget dans ce pays. Nos députés sont à l'Assemblée, ils sont en train de travailler sur le budget. Le budget qui est l'instrument de mise en œuvre des politiques publiques les plus importantes du fait qu'il affecte la vie de tous les citoyens. Comment comprendre que le processus budgétaire a été pendant très longtemps dans ce pays sous le contrôle exhaustif et exclusif du gouvernement? Savez-vous qu'il ne saurait y avoir de bonne gouvernance des finances publiques, ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre des politiques publiques, sans contrôle externe efficace des finances publiques? Comment comprendre que le gouvernement n'a pas soumis aux députés le projet de loi 15 jours avant la session budgétaire tel qu'il est prévu par les textes en vigueur? Nos députés sont entrés à l'Assemblée depuis le 12 pour traiter de la question du budget, mais ils n'ont pas reçu le projet de loi 15 jours avant. Ils n'ont reçu aucun document 15 jours. Ça suppose qu'ils sont entrés avec 15 jours de retard. Peut-on plancher sur la gestion de 5 500 milliards en 2 jours? Point d'interrogation. Comment est-ce que les députés peuvent-ils en un temps record procéder à l'examen et à l'adoption du budget de l'État 2021 alors qu'ils accusent un retard de 15 jours? Est-ce que 15 jours est suffisant pour éplucher plus de 500 pages dans lesquelles on traitera de la mise en œuvre du plan global de riposte contre la COVID-19, la prise en charge de la sécurité sur l'étendue du territoire national, la reconstruction des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest gravement affectées par l'insécurité, la finalisation de certains grands programmes en cours, en l'instar du Planut,
plan triennal spécial jeunes et la préparation du CHAN 2021 et de la CAN 2022. La mise en œuvre de la couverture santé universelle, dont la première phase couvre la période 2021-2025 et concerne potentiellement 7 millions de personnes pour un coût qui restera déterminé. Le service de la dette intérieure-extérieure, dont il faudra respecter les échéances et l'accélération du processus de décentralisation. Est-ce que, en tout état de cause, nos députés pourront plancher sur ces grands axes, ces grands sujets en si peu de temps, lorsqu'on n'a pas déposé l'ensemble des projets pour qu'ils puissent lire? Savez-vous que dans la phase préparatoire du budget, le Parlement est impliqué à travers le débat d'orientation budgétaire organisé en séance publique par le Parlement sur la base de documents et rapports que le gouvernement est tenu de lui transmettre au plus tard le 1er juin dans l'exercice en cours. Savez-vous que pour cette session qui commence, c'est hier, que les députés ont reçu, et ils ont reçu, dit-on, les projets de loi sur lesquels ils vont directement travailler. Et ils l'ont reçu parce que là, c'est arrivé tard. Pourquoi tard? Allez poser la question. Le contrôle budgétaire parlementaire est une fonction essentielle pour renforcer la bonne gouvernance des finances publiques qui constitue un élément essentiel pour les États qui voudraient renforcer leurs capacités nécessaires pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Comment est-ce que le budget de ce pays est-il adopté? Est-ce que toutes les parties prenantes prennent dans une certaine mesure le temps de parcourir les différents textes qui vont être servis à l'Assemblée? Est-ce que le délai de 15 jours prévu par la législation camerounaise a été amendé, a été modifié? Pourquoi est-ce que les élus ne boycottent-ils pas dès le premier jour lorsque cela arrive avec retard? Comment comprendre cette façon de fonctionner, validée par le Parlement, qui n'exerce plus, à travers sa fonction de contrôle et de détenteur du cordon de la bourse, son pouvoir? Comment comprendre que le budget voté par nos élus ne correspond plus aux intérêts de la société? Était-ce parce qu'ils lisent tardivement? Était-ce parce que la prise en compte est peut-être spontanée? Ou alors du fait qu'on leur remet en disant il y a ça, ça, ça et ça qui passe, taisez-vous, prenez vos marchés et on continue l'aventure. Et la colère, ce matin exprimée par Charles Amel Bachou. Est-ce que vous avez entendu grand-chose à cette colère, madame, monsieur? Oui, vous l'avez entendu. Vous avez entendu en même temps que c'est 15 jours, ils n'ont que 15 jours, les députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir travailler en réalité sur les projets de loi. Ils ont 15 jours pendant lesquels ils doivent étudier le budget justement de l'année en cours. Ils ont 15 jours, les 180 députés. Alors Charles Amel vous demande, est-ce que c'est suffisant ces 15 jours? Est-ce qu'en réalité, sur des questions urgentes, liées par exemple à la crise anglophone aujourd'hui, liées par exemple au Covid-19, liées par exemple à la crise, on va dire la guerre dans l'extrême nord du Cameroun avec Boko Haram, et les nombreux besoins de l'État en 15 jours, est-ce que les députés peuvent-ils réellement siéger, tabler sur ces questions urgentes aujourd'hui? Quel regard, vous, en tant que Camerounais, vous y jetez sur cette disposition en même temps qui leur donne de n'avoir que 15 jours? Et peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, bon Bengan, je commencerai par vous ce matin. Vous vous rendez compte qu'il y a eu plein de plaintes aujourd'hui où on estime que les députés parfois reçoivent des projets de loi à 2 heures, voire 2 jours au plus d'une assise parlementaire. La séance actuelle, permettez-moi de vous le dire, ils n'ont pas reçu, on n'a pas respecté les 15 jours. Le gouvernement a violé, oui. C'est en salle qu'ils ont reçu par rapport à l'adoption du budget, ils ont reçu ça en salle. Comment est-ce qu'on apprécie cette façon de gouverner, où on sait qu'on est député de la nation, on est censé recevoir des projets minimalement 15 jours avant, et que ce soit en pleine séance plénière que l'on vous restituer cela chez vous et vous devez donner votre point de vue? J'allais même dire que cette fois-ci, c'est une performance louable pour avoir apporté ça à ce moment précis. Parce que à peine l'Assemblée a-t-elle ouvert sa session qu'on leur a donné. Mais ce que Charles Amel dit et ce que prévoit les textes, c'est qu'avant qu'on ne vienne, on aurait dû l'avoir 2 semaines avant. 2 semaines avant l'ouverture de la session, pour permettre à chaque député d'étudier le projet avec ses populations et venir à la session avec
les amendements possibles. Effectivement. Or, on ne le fait pas. Parce que ce ne sont pas tous les députés qui siègent, par exemple, comme c'est le cas du budget, à la commission des finances. Donc, ceux qui sont à la commission des finances devraient donc recevoir, en principe, les amendements des autres députés, les discuter en commission avant leur adoption en plénière. Mais ici, l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle. Il y a même certains de nos compatriotes qui pensent que l'Assemblée nationale, en fait, bon, je peux peut-être pas me permettre le mot, mais comme ils le disent, c'est une chambre d'enregistrement. Oui. Que tout ce qui vient du gouvernement doit être enregistré. Les propos ne sont pas de moi, mais de la plupart des compatriotes. Mais qu'est-ce qui peut justifier que la loi soit bafouée par... L'Assemblée qui vote les lois piétine ses propres lois. Oui, elle s'est mise sous la peau de l'exécutif. Le député est conscient justement de ce que la loi a été violée pour lui, en réalité, en ce qui lui concerne, lui, en ce qui le concerne, pas pour moi. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que ils n'ont plus de parole, ces députés? Quand on vient vouloir vous taiser, ça devient problématique quand même. Les députés ont refusé d'avoir la parole. J'ai dit, ils ont refusé. Ça va nous amener à des situations compliquées, telles qu'une loi votée en décembre 2019, on vient nous dire vers fin 2020, vos téléphones que votre fille vous a envoyés là en Allemagne, vous n'avez pas payé les taxes pour ça. Les députés eux-mêmes étaient surpris qu'ils avaient voté une loi pareille. Vous voyez? Et ils vont vous dire, je suis le législateur, nous avons voté les lois, nous avons. Maintenant, quand on lui retourne ça, mais honorable, il paye les tâches là, le téléphone. Il dit non, c'est mon fils qui me l'a envoyé d'Allemagne. Il dit oui, mais tu n'as pas payé. C'est toi-même qui avais voté la loi qui dit que tu dois payer. Vous voyez, lui-même il est surpris. Donc, vous voyez donc que, nous le disions aussi dernièrement, c'est un problème d'éducation. Le député a refusé de se prendre en charge. Il a donné sa voix au gouvernement qu'il doit contrôler. Comment vous voulez, on vous a envoyé pour contrôler quelqu'un. Vous dites à ce quelqu'un-là que non, gars, comme Jésus m'a contrôlé. Toi-même, tu vas me dire, toi-même, sur quoi je vais te contrôler, comment je vais te contrôler. Les autres la laissent. Donc, ça veut dire qu'en fait, les députés ont créé eux-mêmes la crise de l'Assemblée nationale. Très bien. On dit que l'Assemblée nationale ne joue plus son rôle. Et je me rappelle, est-ce que ça ne pose même pas le problème de la crédibilité même? Mais si, mais justement. Est-ce qu'ils sont véritablement le choix du peuple? Justement, et il est là, je vais citer quelqu'un, il me regarde sûrement, Jean-Jacques Kindi. Voilà quelqu'un qui était élu, je pense en 2007, avec le soutien de l'UDC. Quand il arrive à l'Assemblée nationale, il vient avec des fiches que nous, dans la presse, nous avons appréciées. Il dit, si on attend les sessions parlementaires pour contrôler l'action du gouvernement, ce sera compliqué. Chaque député, on va se répartir, les députés iront contrôler l'action du gouvernement dans les départements ministériels avec des fiches appropriées. Et quand ils ont commencé à le faire, le gouvernement s'est trouvé coincé. Il s'est trouvé coincé en disant, parce que vous pouvez venir, par exemple, au ministère de l'Éducation de base, et le paquet minimum que vous donnez là, le budget même c'est combien? On avait voté par exemple 2 milliards qui étaient alloués. Mais comment avez-vous réparti? C'est parce que ça vous pouvez le contrôler quand le ministre est en fonction, vous n'attendez pas la session. Oui. Donc, ou alors envoyer ces fiches pour que les cadres du ministère vous retournent. Les députés ont dit que le gouvernement dit non, vraiment cette chose-là on ne peut pas. Donc voilà une initiative qui aurait pu, comme vous dites, donner du crédit au gouvernement. Donc le Parlement devait avoir des informations minute by minute du gouvernement et maintenant préparer même lorsqu'ils ont des sessions où ils font des dépôts, des questions-réponses et tout. Donc préparer leurs questions, la même comme questions orales, comme c'est arrangé. Ça même ça a perdu ça a perdu sa consistance. Au moins le député pouvait avoir des éléments matériels pour poser des questions, notamment aujourd'hui, avec les travaux publics, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais même ils ont abandonné. C'est les députés eux-mêmes qui ont dit au pouvoir exécutif, au gouvernement, que non, gars, laissons, ce que vous allez nous apporter, on va regarder. La question justement des insuffisances procédurales sur cette gestion ou encore sur la mise en place, l'application de ces lois, Karine Santia, est-ce que nos députés, je pose la question à l'instant Bingan, lorsqu'ils agissent pareillement,
est-ce que nous, ça nous donne de croire qu'ils soient des personnes que nous, peuple camerounais, nous avons choisies? Non, ça nous amène à douter. Peut-être que c'est des députés qui nous représentent à travers les tenues vestimentaires qu'ils abordent. Peut-être que c'est ça, parce que lorsque vous écoutez aujourd'hui la colère de M. Mbachou et que vous vous rendez compte de ce qui se passe sur le terrain, vous comprenez pourquoi la loi sur les téléphones portables était passée comme une lettre à la poste, alors qu'aujourd'hui on l'a récriminée. Mais il faut dire que c'est tout un problème de système. C'est depuis l'État du Cameroun que ça fait ça. Donc c'est depuis le gouvernement, la présidente de la République et les ministères que ça se passe comme ça. Parce que la promulgation d'une loi de finances doit d'abord subir 3 étapes. Il y a l'élaboration, la présentation et l'exécution. La première étape qui concerne l'élaboration peut être sanctionnée à travers la loi numéro 2018/011 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques promulguée le 11 juillet 2018 par le président de la République. Et ce code-là avait pour but d'assainir les dépenses publiques ou alors qui traduisait la détermination du gouvernement à assainir les dépenses publiques. Il faut dire que cela prévoit notamment qu'avant le dépôt même du projet de loi, le calendrier annuel est fixé par... Le calendrier annuel prévoit un délai raisonnable précédant le dépôt des projets de loi de finances. Ça veut dire que la publication par le gouvernement d'un rapport sur ses hypothèses économiques, ses grandes orientations, ses priorités sur les moyens termes ainsi que ses principaux choix fiscaux et les principaux risques budgétaires pour l'année à venir. Ça veut dire qu'avant d'arriver même à l'Assemblée nationale, toute cette procédure doit être respectée. Le processus de l'élaboration. Et cette élaboration-là, qui comprend notamment les choix fiscaux et les hypothèses, doivent être rendus publics. Ça veut dire que les médias doivent avoir ce calendrier-là. Les partis politiques doivent l'avoir. Et même les individus, les Camerounais doivent avoir ce document pour ne pas être surpris au moment où le projet de loi sera déposé à l'Assemblée nationale 15 jours Quel est donc l'intérêt justement à cacher ce document qui est aussi important pour la nation? On n'en donne même pas aux députés avant, et que les députés restent calmes, et que le peuple camerounais lui-même reste calme. On se demande finalement le problème, qu'est-ce qui se passe. Certes, la loi a été promulguée en 2018. Et certainement, la loi n'a pas été rendue aussi publique que ça, parce qu'on ne le savait pas. La raison pour laquelle on ne rend pas ces activités-là publiques ou encore qu'on ne rend pas le processus de l'élaboration publique aux individus, aux Camerounais et aux médias particulièrement, c'est que on sait que ça peut amener à changer certaines lois. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'affaire des téléphones. Vous avez vu comment est-ce que la loi sur les gorilles a été critiquée, même si finalement elle a été adoptée. On sait que si même la loi sur les téléphones, oui, on va dire justement. Oui, mais elle a été retardée. De sursoir. Oui. Sursoir, ce n'est pas annulé. Oui, c'est retardé si on veut. Voilà. Mais ça veut dire que si le peuple avait eu cette information avant, cette loi avant et les explications avant, le peuple aurait pu s'opposer à ce qu'elle soit introduite dans le projet de loi. Merci beaucoup Karine. Dominique Audrey, votre point de vue sur la colère exprimée ce matin par Charles Mbachou. Vous dites justement que nos députés ou encore la machine camerounaise est mise en place pour nuire à tout le monde et nuire aux députés et nuire au peuple lui-même. Finalement, qui va libérer ce Cameroun si on poursuit ce cheminement-là? Nuire aux députés, je ne sais pas, parce que M. Mbachou a fait une mention. S'ils ne sont pas d'accord avec le processus, le procédé, ils doivent manifester leur mécontentement. Pourquoi aller s'asseoir là-bas quand on n'a pas respecté les procédures qui encadrent ces assises parlementaires? Pourquoi? Pourquoi ne pas dire non? Respectons le process initial. À ce moment, lorsqu'on finit par savoir que précédemment, ils n'ont pas eu les informations relatives aux assises, on a en droit de s'interroger sur le rôle même de ces parlementaires-là, le rôle même de l'Assemblée nationale. On est obligé de tout remettre en question. Si les députés sont censés examiner, porter la voix, représenter, contrôler l'État, représenter les populations, comment se fait-il qu'ils arrivent là-bas et qu'on nous sorte la loi avec les gorilles? Vous savez qu'en France, il y a même des lois sur comment on doit tuer le poisson et autres. Mais ne soyez pas surpris qu'on nous ramène la même chose ici. Et après, parce qu'ils n'ont pas lu. Et puisque vous n'avez pas lu, comment vous avez donc fait? Comment vous allez pouvoir vous justifier auprès des personnes qui vous ont donné le mandat? C'est ça qui pose problème aujourd'hui. On ne peut pas être d'accord avec cette façon de procéder.
on ne peut pas être d'accord. Aujourd'hui, malheureusement, les personnes qui seront entachées, ce sont nos élus. Nos élus, entendez les différents partis. D'aucuns mentionnent qu'ils sont en train de faire des balades en tenue d'apparat. C'est plus ça. Là, je crois qu'on leur donne de l'argent pour les différentes assises. Je crois que c'est certainement ça qui les intéresse. On ne voudrait pas penser comme ça, mais au regard de tout ce qui se passe, on se pose la question de savoir est-ce qu'ils vont véritablement là-bas travailler pour les populations qu'ils sont en train de représenter. Alors, on parlait tout à l'heure des procédures. Oui, monsieur. Quand on vous dit justement que le gouvernement camerounais fait même des propositions de loi, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui s'assoit, on fait des projets de loi. Des projets de loi. aurait dû faire les propositions de loi qu'on ne prend jamais. Voilà. Donc, quand le gouvernement s'assoit et pense les projets de loi, et les propositions de loi justement des députés, qu'on ne prend pas en compte, est-ce que ce n'est pas une gouvernance, on va dire, dont on chercherait le nom aujourd'hui? À sens unique. À sens unique. Oui, même ça à sens unique. Il n'y a pas de participation des Camerounais. Même les élus, en réalité, ne se retrouvent pas, subissent. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc pour se libérer? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'administration française, que les Camerounais ont hérité, est pernicieuse même pour le Camerounais aujourd'hui? Je crois que tous les Camerounais sont témoins qu'à plusieurs reprises, le SDF a manifesté son mécontentement par rapport à certaines choses là-bas. Oui. Oui, on devrait continuer comme ça. Et au moins, les populations, le peuple sera témoin de ce que le SDF, le PCRN et les autres ne sont pas d'accord avec cette façon de procéder. Même si, au final, ce sera adopté, mais au moins, on saura que non, tel et tel autre ne sont pas d'accord et qu'on ne se casse pas derrière l'argument de la majorité. Très bien. Madame, monsieur, c'est un sujet qui nous met totalement en colère quand même ce matin. On aimerait bien comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces procédures. Pourquoi cette lenteur? Pourquoi justement ne pas respecter la loi? Pourquoi même mépriser honnêtement les députés? Ou finalement, est-ce que ces députés s'y plaisent simplement parce qu'ils vont gagner à chaque fois leur 4-9? Un café peut-être? Ça pourra nous aider dans un instant. On réen parle. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci encore de nous retrouver après la pause café. Oui, effectivement. On revient comprendre et mieux se situer dans ces procédures en même temps, on va dire dans la gestion, encore les insuffisances procédurales connues aujourd'hui dans la gestion, la validation des budgets de l'année en cours au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe pour 2021 aujourd'hui? Est-ce que les députés camerounais peuvent-ils dire aux Camerounais effectivement qu'ils sont conscients du contenu du document qui leur est soumis? Est-ce qu'ils savent exactement quels sont les besoins des Camerounais? Qu'est-ce qu'ils se sont dit avec les différents conseils municipaux, dont on va dire les conseils municipaux, les maires également? Est-ce qu'ils ont compris les besoins des Camerounais de façon fondamentale et le budget en lui-même, le montant, le valideront-ils? Pourquoi et comment? Est-ce que ces questions seront posées pour la session en cours, Charles Membachou, mais surtout pour tenter de lire ce qui se passera en 2021 pour le Cameroun? Alors, il faut dire qu'on est en train de nous enfumer. C'est un enfumage parce que ça fait très longtemps que le gouvernement a une main mise sur le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement ne respire que l'air insufflé par le gouvernement. La preuve, c'est le gouvernement qui arrête. Lorsqu'il faut voter des lois, le projet de loi, c'est lui qui concorde, c'est lui qui vient donner, c'est lui qui agence, qui établit l'ordre de priorité et comment les choses vont être traitées. Vous savez, l'adoption du budget de cette année, de 2021, M. Michel Ngachou, va porter sur des points assez criards. Premier point, la mise en œuvre du plan global de riposte contre la COVID-19. Quelle est l'idée que les députés ont de la COVID-19? Pendant tout le processus où cette pandémie a frappé, il n'y a eu qu'un seul député qui a touché du doigt. Je parle de l'honorable Jean Ninche qui était sur le terrain, qui palpait, qui essayait de comprendre, qui allait jusqu'à mettre au vu et au su de tout le monde les erreurs et les insuffisances du ministère de la Santé. Elle va tabler sur la prise en charge de la sécurité sur l'étendue du territoire national. Ouais. Mais M. Michel Ngachou, c'est encore grave.
La question de la sécurité. C'est encore grave. Hier, on nous parlait de quelqu'un qui a reçu une balle et qui a été poignardé au sorti de chez lui. Mais on peut en citer des personnes qui tous les jours tombent en sortie des agences, ils rentrent de boulot en pleine journée à quoi on vous agresse. Est-ce que c'est... On va évaluer ça comment? C'est en 15 jours. C'est en 3 jours que les députés vont sortir de leur substantifique moelle l'expression de M. Michel Bachou de ce combat. On va évaluer comment, quel est l'état des effectifs au niveau des forces de maintien de l'ordre dans nos commissariats. Poser la question aux députés, ils ne le savent pas. Ils devraient savoir que la région, en termes de forces de maintien de l'ordre, on a tel. Ils sont occupés, ceci, services actifs. Voilà comment ça fonctionne. Pour pouvoir combattre, voici ce que nous pouvons proposer. Moi, je suis à Vouli-Est, je suis à Vouli-Centre, je suis à Vouli... C'est sur cette base. J'ai aperçu une page en filigrane Facebook où on a un honorable député, M. Michel Bachou, qui a dit, je cite, un débat sera ouvert sur la carte, sur les actes de naissance et éventuellement la carte nationale d'identité. J'attends vos contributions pour porter l'écho. À combien de jours? Incroyable. Je vous dis à combien de jours pour porter l'écho, monsieur Michel. Quel écho? Parce qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'on vous entend? C'est à combien de jours même? C'est à combien de jours même qu'on pose cette question, M. Michel Bachou? Il va aborder la question de la reconstruction des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, gravement affectées par l'insécurité. Voilà encore un autre pan sur lequel on va s'agripper. Vous savez ce qui s'est passé avec Paul Tasson? Ces derniers moments, on a commenté. Oui. Est-ce que les députés ont touché du doigt la réalité, les dégâts, les infrastructures? Vous allez voir, ils vont être assis. On va venir les faire une litanie de lecture. Il nous faut 6 pour ça, 6 pour ceci, 6 pour cela. Et à la fin, vous allez vous retrouver à valider. Ils vont parler de la finalisation de certains grands programmes en cours. À l'instar du plan triennal spécial jeune et la préparation du champ 2021 et camp 2022. Les routes sont à quel niveau? Non. Les infrastructures sanitaires sont à quel niveau? Je vous en prie, M. Bachou ne parlait pas de route. Parce que là encore, il va falloir le dire. Nous sortons d'un week-end compliqué. Allez regarder l'axe Douala-Bafoussa. Je prends ce je me plante que cette route. On va adopter le budget. Que les Camerounais soient un peu. Allez voir cette route. On va adopter le budget. Et il faudra se construire la question de la pénétrante Est et Ouest. Ouais. Vous avez le service de la dette intérieure et extérieure, dont il faut respecter les échéances. Monsieur Michel Bachou, c'est vous qui nous donnez ici, là, l'État endettant plus de 10 000 combien de milliards. Est-ce qu'ils prennent la peine? Ils ont pris la peine de parcourir cela. Ils vont donc se retrouver là-bas tout simplement applaudir cela. Bon, est-ce que en écoutant, en regardant ce qui se passe, on a le sentiment que les choses sont faites exprès au Cameroun? On a le choix des mauvais députés pour voter les mauvaises lois et dégrader davantage le Cameroun dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui sa souveraineté. Quand vous avez un député qui ne comprend même pas ce qu'il est en train de voter, qui ne parvient même pas à parler avec son peuple en réalité, pour ceux qui l'auront élu, entre guillemets, est-ce que ce n'est pas fait à dessein d'avoir de mauvais députés pour voter de mauvaises lois et tuer davantage le pays qui est le nôtre? Vous savez, dans la presse, je parle à un ancien ministre qui est magistrat, Michel Ange Anguin, a fait une sortie. Oui, on se Il disait que, oui, un homme politique africain disait que l'État a 3 piliers. L'exécutif, le judiciaire et le Parlement, le législatif. Si un seul pied de ces sièges-là est en problème, le siège va s'écrouler. Mais nous avons les 3 pieds qui se sont cassés. Et nous pensons que notre siège est encore debout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un système qui sécrète et entretient la corruption. Nous sommes dans un système qui phagocyte et tue les génies. Donc vous pouvez être de ce que vous voulez. Je vous ai parlé de l'honorable Kindi tout à l'heure. Quand il avait été élu, il a été absorbé, détruit et broyé dans le système. Je peux aller plus loin. Il est décédé aujourd'hui, le docteur Pierre Sendé, lorsque le processus de la privatisation de la SNEC était arrivé. Il a commencé à faire, il a fait une étude comment on pouvait avoir accès à l'eau potable, s'inspirant de ce qui se passe au Burkina Faso, du moins dans les pays sahéliens et tout, où en fait on devait avoir des endroits où on devait stocker l'eau, même l'eau usée, comment on devait faire pour
on n'écoute pas. Donc, nous avons un système où seul le chef de l'exécutif réfléchit pour tout le monde. Quand il réfléchit pour tout le monde, vous n'avez même pas la possibilité de dire non. C'est grave, Bonbon. C'est le système qui broie toute possibilité. Lorsque le chef de l'exécutif réfléchit seul pour un peuple, il a des conseillers, il a des ministres, il a des collaborateurs, en réalité, parce qu'il n'est pas un cerveau, on va dire, inhumain. Est-ce que ce n'est pas justement ce système autour du chef de l'État aujourd'hui, avec des concepts un peu trop compliqués, qui fait en sorte que les Camerounais soient dans cet état d'esprit? Je parle avec un peu de colère, parce que peut-être c'est parce qu'on est dans la colère, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'à 15 jours, le député n'ait pas les projets de loi et il viendra voter des lois par la suite? C'est pour gagner quoi? Les subsides qu'on leur donne et tuer le peuple camerounais? Un bon député aurait d'abord dénoncé cette chose-là. Il dit, mais monsieur le gouvernement, ça fait 15 jours, le projet de loi est où? Et prendre son peuple à témoin en la disant, voilà, le gouvernement est en train de préparer quelque chose de pas bien. Il est en train de gouvernement, parce que le gouvernement est passé maître dans la politique de, comment vous appelez ça, bon, je dirais pas l'arnaque, de roublardise. Et regardez comment les gens qui vous flashent sur le terrain, l'embuscade. C'est-à-dire, même les gens qui vous flashent, ils sortent de Sissongo pour venir flasher la voiture. Au lieu de mettre comment vous appelez ça, le dispositif, les radars, pour flasher au fur et à mesure et mettre le conducteur dans un état, j'allais dire, de discipline tout au long du trajet. Non, on a mis des choses qu'on a gâtées et les policiers, les gendarmes sortent comme ça, par embuscade. Donc, le député devrait, aujourd'hui, un député sérieux, devait dire au peuple, le gouvernement est en train de préparer l'embuscade. L'embuscade du gouvernement ne sera pas bien. Nous avons là 17 jours, 20 jours. Ils auraient dû nous donner le projet de loi pour étudier avec vous. Ils refusent. Donc moi qui vais assiéger là à l'Assemblée nationale, sachez que les gens là ont des idées derrière la tête. Parce que comment il sera plus crédible, il sera élevé par le peuple lui-même. Sur quelle base, parlons même des problèmes de défense. Sur quelle base le député va voter le budget du ministère délégué à la présidente de la République chargée de la défense? Quand il va lui dire, j'ai besoin de 1000 milliards pour la défense, il va protester comment? Quel ajout va-t-il la donner? Lorsque le Manaouda Mandachi va dire j'ai besoin de 500 milliards pour la santé, sur la base de quoi il a dit ça? Sur la base des députés n'auront rien du tout. J'allais dire rien pour lui dire que monsieur le ministre, ici c'est pas bon. Ici d'abord que lui-même, avant-hier, on vous a demandé de démanteler les camps de Covid parce que c'est à tel niveau. Vous voyez, et ils vont faire ce débat en 2 jours, peut-être en 30 minutes en commission. Il y a tout d'autre. Mais vous voyez, c'est triste. C'est triste. J'aimerais revenir quand même sur un point. Si les députés camerounais n'ont que, en principe, selon la loi, 30 jours maximum, c'est-à-dire 15 jours avant le début de la session et 15 jours pour étudier le projet de loi. Non, ils ont 45 jours. C'est-à-dire qu'avant de venir à l'Assemblée, on vous a donné le projet de loi. Donc vous avez 15 jours. Maintenant, l'Assemblée dit 30 jours. Donc vous avez la possibilité d'échanger avec les collègues députés, ainsi de suite, ainsi de suite. Permettez, Karim. C'est-à-dire, moi je parle comme au Cameroun lambda, moi je veux qu'on parle trivialement. Lorsqu'on a un projet de loi, on a un projet qui doit servir la nation. On vous le donne 45 jours avant. On est conscient que les députés ici n'ont même pas de c'est 15 jours avant que vous ne débattiez. La loi voudrait que l'on vous donne cela 45 jours avant. Monsieur, 15 jours, vous avez 45 jours. Dans ces 45 jours, vous avez 15 jours avant. On doit vous déposer en fait l'ensemble des Ah d'accord, vous avez dans 45 jours, 15 jours. Vous prenez connaissance voilà, avant d'aller siéger. Lorsque vous entrez, vous êtes suffisamment aguerri sur des sujets à vous proposer et vous formulez dans l'ensemble de vos questions. L'autre chose que je vais ajouter, c'est que le député a le droit de regarder. Le budget se compose aussi sur la ressource. Karine avait la parole, Charles. Ce qui m'inquiète, c'est que ça veut dire que nos députés, quand même si 15 jours pour moi c'est toujours peu,
pour étudier un projet de loi basé sur les finances, parce qu'il y a tellement de domaines. Avec tous les ministères que nous avons, c'est peu pour étudier cela. Ça veut dire que le député doit rentrer dans son cabinet, étudier cela avec tout le monde, les responsables. Non, c'est pas peu. Le député doit avoir un siège, c'est-à-dire sa performance. Non, il a un cabinet parlementaire. Cabinet parlementaire, il sait. Si on lui apporte un projet de loi sur la maison de Gori, il n'est pas spécialiste de l'environnement. Il doit seulement avoir une équipe qui travaille autour. Mais voilà, quand on lui apporte donc le projet de loi sur les finances, il a dans sa circonscription des gens qui peuvent étudier ça. Est-ce qu'on en a dans au Cameroun? Est-ce qu'on sont entourés? C'est ça mon question. Non, ils refusent. Est-ce qu'ils ont des sièges, des cabinets parlementaires? Est-ce qu'ils sont entourés? Certains disent qu'ils ont un cabinet, mais ils reçoivent seulement les artistes. Bon, vous voulez qu'on dise quoi? Certains ont les cabinets, mais ils disent qu'ils ne reçoivent que les artistes. Vous voyez même les photos. Moi, ce que je voulais relever, c'est que même en France, les députés ont le Parlement a 70 jours pour voter, pour valider un projet de loi basé sur les finances. Ça veut dire que si vous avez 45 jours au Cameroun, ça veut dire qu'au final, s'il y a des amendements à faire, c'est vous qui devez les faire. Sauf qu'au Cameroun, chez nous, quand on vient avec le projet, la loi de finances, finalement, elle est validée telle qu'elle sans enlever une virgule. Ça veut dire que finalement, lorsqu'on vient avec, leur problème c'est, est-ce que nous, on aura nos 10 millions après? S'il y a les 10 millions, le reste n'est plus important. Sauf si ils vont nous expliquer que eux, tous les députés sont tous des économistes, ils sont tous des chargés de douane, des responsables de douane, ils sont tous peut-être des militaires pour connaître comment est-ce qu'on gère le budget dans tous ces départements ministériels. Sur la question de Karine Santia, je voudrais moi-même relancer Dominique là-dessus. Est-ce que finalement, on n'a pas des députés businessmen? C'est des businessmen en réalité qui n'ont Dieu que pour eux et pas pour le peuple camerounais qui voudrait avoir des comptes sur ça. Parce qu'en fait, quand même, quand ce qu'on parle, ça peut sembler banal. Mais comment vous expliquez qu'il y a un projet de loi auquel vous, députés, que vous êtes soumis, vous ne prenez pas compte, vous ne prenez même pas ça en compte. C'est pendant un séance qu'on vous apporte le projet, vous dites le voici. Ça, on pourrait même passer dessus. Moi, je voudrais qu'on interroge le budget de l'année qui se termine. 2020. Oui. Si on va, par exemple, au ministère de la... J'aime quel ministère là encore là qui me passionne là. Voilà, le ministère des Affaires sociales. Je crois qu'on a attribué un budget. Pourquoi est-ce qu'ils ont le devoir de contrôler ce qu'ils ont fait du budget? Et c'est à ce moment-là qu'on pose des questions avant de leur donner l'argent. Mais il faudrait commencer par interroger ce que les ministères ont fait précédemment avec l'argent qu'on leur a donné. Quels sont les projets qu'ils ont réalisés? Il faudrait pouvoir justifier. Bilan annuel. Et c'est pour ça qu'il y a une descente qui doit être effectuée sur le terrain. Et M. Machoula l'a mentionné avec le monsieur du SDF, M. Nietzsche, qui descend constamment sur le terrain et qui remet en question, bon, je veux dire qui est descendu sur le terrain avec la question du Covid-19. Donc, il faudrait interroger, faire un audit sur les ministères, sur les budgets précédents, pour pouvoir voter autre chose. Si on a dit au ministère des Affaires sociales qu'on va construire 3 maisons pour les enfants de la rue, il faudrait d'abord, avant d'ajouter de l'argent sur l'argent, vérifier que les maisons aient effectivement été construites. Et si elles ne l'ont pas été, ça suppose que le budget est encore là. Et si le budget est encore là, on continue simplement à la construction et on ne donne pas. On ne donne plus d'argent. Je crois qu'il doit y avoir une sorte de... Ce budget est très souvent reversé au trésor Momengan. Je crois que c'est de ce budget justement que l'on collecte 10% de nos ministres, non? Non. Donc le ministre reçoit un budget annuel et ne venez pas dépenser de l'argent. Il y a eu des excédents budgétaires. Les députés, on n'a jamais rien dit à quoi cet argent a servi. Le gouvernement a fait... Table rase. Il n'a rien dit. Ça a été mis où on ne vous dit rien du tout. Donc ici, il faudrait que, vous l'avez dit, nos députés commence à se prendre au sérieux. Il faut qu'ils se prennent au sérieux parce qu'aujourd'hui, sur la base de quoi on va voter la dotation des ministères, sur la base de quoi? Prenons même le ministère des enseignements secondaires. Vraiment. Des enseignements secondaires. Combien il va dire qu'on lui donne cet argent? Pourquoi? Quelle est la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest? Et même la situation des mi-temps. Voilà. Des mi-temps qu'on a mis aujourd'hui. Par exemple, tous les lycées du Vouri ont des problèmes d'APE. Où est parti cet argent? L'argent des APE seulement. Donc,
l'eau, l'énergie, non pardon, aucun ministère aujourd'hui ne peut valablement justifier l'enveloppe qui réclame que les députés lui accordent. Aucun. Merci beaucoup Mbombo Bengan. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous allons prendre vos nombreuses déclarations ou vos nombreuses réactions, autant pour moi. Karine Santia nous fera le plaisir de le faire pour nous. Et on continuera justement d'en débattre de vos nombreuses propositions. Dominique Audrey, vous voulez faire une petite virgule? Non, monsieur. Vous êtes outré, toujours pas assez député? Vraiment choqué. Vous en connaissez au moins un? Qui ça? Pas particulièrement, pas personnellement. Oui, Pas personnellement. n'est-ce pas? Oui, il n'est pas membre de sa famille. Elle les connaît tous. Elle connaît tous les 180 députés. Elle les connaît tous. Sur Facebook, puisqu'ils y sont. Ben, il y en a quand même pas mal de députés qui se démarquent. Il y en a qui se démarquent. 2.0. Bien sûr. Ça. Non, 2.0. Bon, si vous voulez. Moi, je suis admirative de M. Nietzsche. Ah, vous êtes admiratif de M. Nietzsche. Oui, du fait Par rapport à ses sorties. Il communique permanemment. Oui, Ils la sont qualité permanemment. de ses communiqués. Mais est-ce que ça devrait s'arrêter au communiqué, aux déclarations Non, mais- de presse? non, mais- Vous l'avez vu à la Ah, il sèmerie. se bat. Si. Ah, Par exemple, quand il a demandé l'enquête, Mais il est où là, M. Nietzsche, pour le moment? On ne fait pas de fixation, hein? On ne peut pas de lui seulement. Où sont-ils dans ces députés? Quand Au on a moment, remis, on a déposé le projet de loi. il y a un projet de loi, il ne dénonce pas justement le fait que le projet de loi est soumis avec des retards. Est-ce que les médias ne sont pas là pour pouvoir faire ce travail? Est-ce qu'ils n'ont pas les plateformes justement? Est-ce qu'ils n'ont pas tous les canaux de communication pour pouvoir se faire entendre aujourd'hui? Non, ils vont venir après Non, pour attendez. dire que le projet de loi là c'est valable. Maintenant, quand on va commencer à critiquer sur le terrain, c'est où ils vont aussi sortir et se rendre compte que nous on a raison. C'est pour ça qu'on donne 15 jours avant. Hein. C'est pour que dans chacune des circonscriptions que vous avez même, vous interrogez la manifestation même de ce qu'on a fait l'année précédente. Et après cela maintenant, vous pouvez juger si on peut refaire. Merci Karine. Mais lorsque vous ne Les le faites messages. pas, on a, par rapport à l'histoire du jour, là, c'est la femme du Gabon, là, c'est la magie. Hein. Est-ce le genre de parole, là, malgré... Est-ce le genre de parole, là, malgré le degré de colère qu'on sort de la bouche? Pas tout, hein, que... Tout ceci nous arrive parce que nous avons abandonné nos traditions, où c'est la mère et le père qui cherchaient une femme pour leur fils et finissaient par trouver leur belle-fille après plusieurs enquêtes. C'est Joël Florent Massot. Vous n'êtes pas d'accord, Dominique? Quand l'affaire de budget arrive à l'Assemblée, les députés se frottent les mains, car chacun reçoit son enveloppe en millions. Qui veux-tu voir boycotter la séance? Moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on dit qu'on aime un homme et qu'on voudrait aller très loin dans la relation qu'on entretient avec celui-ci et que la mère de ce dernier est encore vivante, c'est la personne à conquérir. Bon, les sœurs et... Comme Sarah a dit que ce sont les gendarmes et tout, là vraiment, on peut faire abstraction de ça, mais la mère, celle qui est votre belle-mère, qui est appelée à être votre mère, votre belle-mère qui est contrôle censée contrôle être... l'armée. Hein. Attendez, les j'ai policiers envie et de autres. comprendre, j'ai envie de comprendre. Votre belle-mère Vous est appelée voulez à conquérir la être mère. votre mère. Vous voulez conquérir la mère On doit oublier- conquérir la et belle-mère. oublier justement les sœurs là. Non, les sœurs, là. les belles-sœurs doivent aller se marier, non, Michel? Qu'est-ce qu'elles C'est ont pas à ce faire? qu'elle dit. Mais vous connaissez les belles sœurs qui regardent toujours le Ça, faire, elles ne veulent pas s'en défaire. C'est parce qu'elles tombent sur des filles douces, c'est tout. Michel Gachou, la vérité c'est que si la femme est le ministre de l'Intérieur, ça veut dire que la maman que vous avez conquise est capable de contrôler ses filles. Parce que en dehors d'être les policiers et autres, c'est le ministre de l'Intérieur qui contrôle. Et quand la maman n'est plus là? Non, quand la maman n'est plus là, mais vous passez par les sœurs. C'est génial. Oui, justement, si tu as C'est passé par ta les vie, sœurs. si tu as passé ta vie justement à être en porte-à-faux avec tes belles-sœurs, quand maman n'est plus là, tu fais C'est comment? pourquoi C'est l'homme c'est- qui arrange la situation. À un moment, il faut pouvoir les faire asseoir et mettre chacune à sa place. Ma chère sœur, tu es ma sœur, je t'aime, mais sache que ici, c'est ma femme, donc ne viens pas Mais empiéter sur son je vous terrain. assure Et à ta que- chère femme, tu je la vous remets assure également que à sa place. Tout ce que ces sœurs font, c'est les pièges qu'elles vous tendent. Quand vous tombez dans un seul de ces pièges-là, vous avez perdu tout. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Rester Non, calme. c'est pour ça que je dis que quand vous êtes dans ce genre de situation, vous jouez à l'ignorante. Vous faites en sorte que ce soit elle seule qui tombe. Le jour où, par exemple, on l'attrape, quand c'est un oncle qui arrive, quand on attrape que c'est la seule qui vous gifle. Donc c'est le genre. et Vous c'est le laissez genre- que ce soit elle qui tombe c'est- dans le c'est piège. quand vous nous Jamais dites- vous. Quand vous nous dites justement que avant le mariage on ne vous connaît pas, mais c'est quand vous Non, entrez on sur vous les griffes. connaît. C'est pas ça. C'est ça? Non, c'est mieux de pas montrer ça, son Michel visage, Gachou. hein. C'est pas ça. C'est l'affaire de cette femme, c'est pas qu'on ne la connaît pas. C'est qu'elle est venue sur la défensive. Elle est venue comme quelqu'un qui vient combattre.
C'est ça le problème. Alors que si elle était venue comme quelqu'un qui vient se faire accepter, avant qu'elle a son caractère, ça devait être différent. Bon, mais là, elle est venue là en militaire. Elle est venue là en militaire qui va en guerre. Écoutez, c'est pas une affaire de femme. Non, voilà, lisez les messages, je vous en prie. C'est pas une affaire de femme ce matin. On vous écoute, Karine Sontia. Alors, ce garçon est déjà mort. Il a même déjà fait le programme de sa levée de corps et a donné à sa future femme, Michel Kitoko. Pays d'inconscient, toujours à croire que quelqu'un détient le pouvoir sur la vie à part eux-mêmes. C'est pour ça que les vieillards règnent sur vous pendant des années. Il y a certains hommes qui sont contre leur famille et ne le manifestent pas. Donc la femme prend le rôle de l'homme vis-à-vis de cet homme. C'est l'homme parce qu'il est faible. Il manifeste des écarts de comportement, des écarts de langage, et sa femme se rend donc compte que en fait j'ai quelqu'un qui ne peut pas s'assumer, je prends des rênes. Mais là, à ce moment, comme disait Charles Lamel, vous recevez les foudres. Vous recevez les foudres que vous n'aurez pas dû. Parce que, et c'est ce que les femmes, les filles d'aujourd'hui doivent savoir. Si vous avez un mari comme ça, je vous dis, cachez-vous. Parce que de dire chaque fois, mais c'est votre frère a fait quoi? La rentrée de l'école, c'est même moi qui ai rappelé à votre frère que on finira par dire que en fait c'est vous qui gardez tout, c'est vous qui commandez notre frère. Donc chaque fois, même pendant les deuils comme ça, faites même semblant de dire à votre mari que non, pars, moi vraiment pars. J'en pars, va faire ces choses. Même si derrière c'est vous. Parce que à force pour la femme, mais comme la femme aime commander, on lui a dit qu'elle est grande derrière, elle a dit non, je suis à côté. On l'a mise à côté, elle est devant. Donc, restez là, laissez l'homme, surtout pour un garçon unique. Très bien. Comme il est. Qui a la malbouche comme lui. Voilà. Ça nous rappelle. C'est un garçon faible. Il a grandi dans la cuisine. Il a refusé de grandir avec papa au salon. Ça nous rappelle une histoire où un homme perd son travail. Il perd son travail, il n'a rien. Sa femme travaille normalement, lui il reste à la maison, mais très difficile pour un homme de rester à la maison. Il sort quand même se balader, il revient de temps en temps à la maison. Alors la femme, elle travaille, c'est elle qui va chercher l'argent, elle vient donner à son homme et l'homme rationne à la maison devant les enfants. Oui. Et c'est l'homme justement qui le matin donne le petit déjeuner, c'est l'argent de beignets aux enfants, et on ne se rend jamais compte que l'homme perd bien sûr son pouvoir dans sa famille. Donc on va peut-être dire merci à toutes ces femmes qui savent se compléter avec les hommes et leur permettre bien sûr de pouvoir... C'est comme ça quand l'homme s'est bien comporté avec la femme. Pardon. Ce genre de schéma, ce genre de tableau n'est visible que lorsque l'homme s'est bien comporté avec la femme tout au long de la relation. Mais si vous avez eu un homme qui, chaque fois qu'il touchait son salaire, il passait le temps au bar, on le ramassait chez la voisine et tout ça, sachez que lorsque vous serez un mal, votre femme aura des difficultés à vous donner pour que vous ne perdiez pas la face devant la famille. Donc, traitez bien vos femmes quand vous avez et elles vous traiteront bien quand vous n'aurez pas. C'est une assemblée nationale là-bas. C'est une réunion entre petits copains qui profitent pour causer et prendre du café et réfléchir. Avec la biscuit turc. Oui. Un autre message ce matin. C'est quoi exactement la dot? La vraie dot en argent se fait parfois 20 ans après. Il y a 5 formes de mariage traditionnel que M. Mbachoulet cite. Monsieur Charles, il y a 5 formes de mariage traditionnel. Merci de citer les 5 formes de mariage. Ça, c'est Wabo, Ndiéfé, Kamenye. On aimerait que lui-même il les cite. Qu'il nous donne, oui, on évolue. Qu'il nous les cite. Mais est-ce que c'est possible d'avancer la dot? Bien sûr. La dot, c'est le parlementarisme. Vous n'êtes même pas obligé de tout finir. Ah, ça, on finit la demande. Voilà, donc, même si vous établissez ça sur une liste comme on le fait souvent, vous donnez tout, vous doublez. Vous n'avez pas fini. Alors, à la question justement de... vous n'avez pas fini, là, il y en a qui ont traité ça comme si c'était de l'escroquerie. Ils ne comprennent rien à rien dans justement le processus de la dot. Peut-être que le gars... Ils ne savent pas que vous pouvez évaluer ça à 20 millions. Vous ne dépensez même pas 500 000. Alors, je voudrais que soit la même, tu nous donnes son point de vue sur la question. Parce que Dominique Odé pose une question qui est très importante. Oui, est-ce qu'on doit avancer la dot? Oui, on sait que chez les Bantons, on avance certaines dots. Mais il y a quand même un fait qui est compliqué.
Lorsqu'on vous dit à vous, monsieur, vous devez nous payer une dot à hauteur de 3, 4, 5, 6 millions, 10 millions, bon, à la famille, si vous voulez. Alors, vous êtes venu demander la liste, on vous la donne, et ça coûte 5, 6, 7, voire 10 millions de francs CFA. Lorsque vous payez un pareil montant, Charles Amen Bachou, est-ce que la famille qui vous donne la femme, qui donne la femme à la famille, effectivement, qui veut demander, est-ce qu'elle est encore crédible? Est-ce que cette fille sera en sécurité? Oui, on se pose la question. Est-ce que on ne vend pas la femme? C'est pas devenu un objet? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des c'est quoi Dominique Odé? On ne la vend pas. C'est chacun qui sait comment il... La question pour Jean la même. Oui. Pourquoi vous ramassez? Pourquoi vous voulez diminuer les dots des gens? Bon, je vais la même bateau. Comment vous appréciez ça? Il faut quand même revenir quand même à un élément. Je réponds à la première question. Non. Ouais. Nous sommes des amis. J'observe votre épouse. Je vois vos enfants. Je vois la rigueur avec laquelle vous élevez vos enfants. Je viens, je vous dis, écoute, je souhaiterais que nous unissions, nous gardons nos liens d'amitié à travers nos enfants. Lorsque j'emploie cette phrase, que je tiens à ce que nous conservons nos liens d'amitié à travers nos enfants, je suis en train implicitement de vous demander la main ou de me réserver parmi vos enfants une de vos filles. Ça peut être que lorsque les enfants grandissent, on les met dans la même école. Ça peut être qu'on s'arrange à les envoyer dans la même université. Ça peut être qu'on s'arrange, on met les femmes à organiser cela. Il y a donc, pour conserver cette amitié, des petits paquets qui se font, des petits marchés. Si je suis dans les 4-9, je peux vous en donner quelques-uns pour consolider cela. Maintenant, le deuxième, je réponds à la deuxième. Quand on dit 10 millions, on ne se lève pas un matin pour aller prendre une femme. Le jour que je dis, je veux prendre une épouse, je viens, je dis, bon, je vais aller dans telle famille prendre une femme. Tu connais la famille là? Il dit, non, laisse, je vais me renseigner. On commence, on met en place un triangle, un système triangulaire pour savoir, est-ce que les filles même dans cette famille-là se marient? Première question. Est-ce que les filles qui se marient mettent l'homme dans le mariage? Deuxième question. Est-ce que les filles qui vont là-bas, c'est des femmes qui savent cuisiner? Troisième question. Et enfin, dernière question, est-ce qu'elles font des enfants intelligents? Est-ce qu'elles sont vectrices de richesse? Bon, obtient sa réponse, j'obtiens la mienne, je viens, je cause. Il me dit, oui, vraiment, il y a 5 valeurs que j'ai repérées dans cette famille. Voilà. Mais, pour attaquer ces familles, voilà comment on doit entrer pour avoir les femmes pour obtenir. Vous avez des villages, je prends un cas de l'Ouest, je prends un cas dans le Mbam, je prends un cas dans le centre, vous avez des villages où si on commence la dot à 20 h, avant 6 h, vous devez avoir fui avec la fille. Si la fille repasse la nuit, vous le dotez. Donc chaque famille a ses règles. Quand on a maîtrisé, on s'en va. On sait que vous allez nous demander 10 millions. Mais on a la stratégie pour contourner vos 10 millions. Parce qu'avant d'entrer dans la famille, on sait que dans la famille de M. Ngachou, sur 100 personnes qu'il y a, il y a 6 piliers essentiels. Les 6 piliers essentiels, ils sont égoïstes, ils sont avares. Bon, qu'est-ce qu'on commence? On met d'abord en avant les 6 produits demandés par les 6 piliers. Donc, M. Ngachou a demandé 12 couvertures. On vient avec les 12 couvertures. Les 6 piliers, lorsqu'ils ont, on vient déposer en disant que papa, pour faire le reste, là, c'était un peu compliqué. Comment vont-ils refuser? C'est ça, on va demander, c'est la négociation. Voilà. Vous draguez les plus forts. Vous êtes quand même conscient. Ils appuient les plus faibles. Vous êtes quand même conscient qu'on arrive à certaines dotes au Cameroun. Je le dis parce que je sais. On vous dit, c'est insuffisant. Il manque le ça a toujours été insuffisant. Oui, c'est insuffisant. Ça a Et toujours à un moment donné, il y a même des colères. Monsieur Michel, oui, voilà, le temps qu'on prend, que les parents prennent pour trouver une femme, est plus long que le temps que les jeunes aujourd'hui trouvent leur femme. Les gars, un monsieur trouve sa femme sur Facebook, en 6 mois, ils sont mariés. Un gars trouve sa fille en boîte, en 2 semaines, ils sont mariés. Mais les parents prennent le temps. Et vous allez vous rendre compte que depuis que les hommes ont décidé d'épouser des femmes, il y a trop de divorces.
Laissez les parents choisir, continuer choisir vos femmes. Dans les législatures précédentes, on avait des députés sommeil, tapeurs de main et champions des bruits inutiles. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de députés, les champions en photo, en buzz. Voilà, en somme, ce qui est l'Assemblée nationale du 237. Camus Tchenchu qui écrit. Les députés se sont ajoutés dans cette grande mangeoire, donc ce sont de spéculer inutilement. Ils ont raison, la majorité obèse ne favorise pas une protestation. La question que les députés devraient poser, et là je parle sous le contrôle de Mbok, vous nous présentez un budget que nous devons adopter à hauteur de 6 000 milliards. Nous allons prendre les fonds où, lorsque l'État est suffisamment endetté. Cette question, il ne la pose jamais. C'est la raison pour laquelle tous, députés y compris, sont surpris de l'endettement du Cameroun. Pourquoi les journalistes qui vont poser des questions aux sorties de ces audiences ne leur posent pas ces questions-là pour qu'ils puissent avoir des réponses et les restituer au peuple camerounais? Je ne dis pas que les gens ne font pas le travail, mais à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas également porter ces questions véritablement vers ces derniers pour leur dire, mais vous sortez d'une séance, qu'est-ce que vous vous êtes dit justement du budget de l'État du Cameroun? Est-ce que nos députés ont la connaissance des ressources naturelles du sol et du sous-sol camerounais? Admettons qu'ils aient connaissance, est-ce qu'ils ont le contrôle? Non, il faut d'abord avoir connaissance. C'est le gouvernement qui est le bras armé de l'État. Donc le gouvernement doit apporter les solutions aux problèmes que les populations trouvent, les citoyens et tous ceux qui vivent dans ce pays. Donc le député doit, quand il est là, il y a des commissions, production, finances, ressources, ainsi de suite, ainsi de suite. Il demande au ministère des Mines, de l'eau et tout ce que vous voulez, donnez-moi la carte minière du Cameroun pour pouvoir apprécier. On va lui donner cette carte minière. Si le ministre ne lui donne pas, il l'envoie une lettre. Le secrétaire général de l'Assemblée écrit. Je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est un ancien député, mais l'ancien député du CAM. Du CAM, oui. Voilà. Samuel Mott. Non, Combat. Non, Combat. Ah, Gaston Combat. Gaston Combat. Il écrit au ministère, nous avons besoin de la carte minière du Cameroun pour bien apprécier. Ils ont le droit. Le gouvernement ne peut pas refuser. Ne peut pas. Si le gouvernement refuse ça, le député a le droit de voter motion de censure, de retrait de confiance au gouvernement. Au Cameroun, oui, vous je vous dis que les tests recommandent même aux députés. Ils peuvent même bloquer le budget de diriger. Je ne veux pas de tests. Au Cameroun, vous voyez les députés camerounais là se lever, dire qu'ils ont bloqué, faire une motion de soutien de boycott. Le problème, justement, il faut vaincre la peur, parce que les députés qui ont le pouvoir, eux aussi, ils ont peur. Ils disent, si je parle, on va me tirer un bonbon bengal. C'est même pas qu'ils veulent passer. Eux, ils veulent servir le parti et pas comment est-ce qu'on vous servir tient un bonbon? On vous prend, on a fait le choix justement sur vous, on a jeté au début sur vous parce que vous êtes un bon candidat pour X, Y. Quand on vous récupère, on connaît vos dossiers en réalité. C'est sous la main. Tous les députés qui sont là n'ont pas de dossiers. Non, on connaît vos dossiers. Lorsque vous montez, on vous dit, vous levez la tête effectivement, on prend un dossier, on balance à une certaine presse. Bon, mais ceux qui n'ont pas de dossiers alors? Vous courez. Ceux qui n'ont pas de dossier, bon, comment? Si vous n'avez pas de dossier, vous osez, vous dites c'est le peuple qui m'a envoyé. D'abord, vous avez une immunité qu'on ne peut pas lever n'importe comment. Ils sont d'abord ces députés, pourquoi on les connaît même pas? Ils sont en 80, non mais attendez. Ils sont qu'en 80. Comment on est 180 députés à l'Assemblée nationale, on en connaît quelques-uns. Où sont passés? Non, vous connaissez parce que vous êtes sur Internet et vous suivez la toile. Les députés que vous connaissez sont ceux qui sont aussi sur les plateaux TV. Il y a les députés qui sont dans des zones rurales et autres qui ne parlent jamais, qui ne font jamais de sortie. Même à l'Assemblée nationale, c'est pas eux souvent qu'on interviewe, généralement. Et pourtant, c'est eux qui sont nombreux. Et c'est là où le parti au pouvoir vous dit que nous, on est représentés partout, même dans les tréfonds de tous les villages du Cameroun. Ça fait que quand les députés qui viennent de ces localités-là arrivent sur à l'Assemblée nationale, leur travail c'est faire quoi? Enregistrer et rentrer. Les textes de la République disent tout mandat impératif est nul. Quand vous êtes élu député au conseil municipal, même si votre parti vous exclut, vous allez terminer votre mandat. Donc le député a toutes les garanties. Il sait que j'ai 5 ans. La discipline du parti m'a recommandé ça, même les populations ont ceci. Il a sa clause de conscience. Il dit, je me penche du côté de la population. Le parti peut m'exclure. Ça veut dire que je n'aurai même plus l'investiture à la fin de mon mandat. Mais je vais rester mon nom. Mon nom doit être inscrit en lettres d'or. Je vais m'inscrire sur ce schéma. Et il fait ce que les textes de la République lui recommandent et ce que les populations lui disent. Donc le problème c'est quoi? C'est que
Quand ils deviennent un homme d'affaires, il y en a un qui a répondu, nous a répondu, Chalamel et moi. Lorsqu'un sous-préfet a assassiné sa copine à Kribi, il dit, pardon, laissez-moi tranquille. On ne connaît pas l'administration camerounaise. Tu peux voir le sous-préfet la rebondir à Douala comme préfet. Et je vais faire comment avec mes affaires. Donc, vous voyez, quand un député réfléchit comme ça, qu'est-ce que vous attendez de lui? Il a été député pour protéger ses affaires. Nous comptons donc sur les 2 ou 3 députés, j'allais dire qui sont fous, qui peuvent se dire, bêta, je termine mon mandat, même si je ne suis plus élu. Voilà. Moi, bon, non, il y en a eu par le passé, sous le parti unique, même les derniers Kamga et tout, il y en a eu beaucoup. Les derniers Kemayou, on a eu le frère de Francis Bébé, il était docteur Bébé Yidi, ils ont laissé des plans dans l'Assemblée. Si vous faites le tour là-bas, seulement comme le pays est comme il est, on ne veut pas faire ressortir les propositions de ces députés-là. C'est tout, docteur Bébé Yidi et autres. Merci Mbombo Bengan, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous rester présents, mais surtout fidèles pour ce début de semaine. Et 10-12 au Zénith, dans un instant, vous permettra quand même d'avoir une idée sur quelques sujets qui ont fait le tour de la toile, et on en reparlera quand même, étant donné que c'est important. On va quand même, avant de revenir là-dessus, se poser des questions évidentes sur, on va dire, la sortie du ministre de la Santé publique concernant son plaidoirie sur le vaccin du cancer du col de l'utérus. Il encourage, alors que le clergé camerounais dénonce. Finalement, qu'est-ce qu'on fera de nos enfants qui ont entre 9 ans et 12 ans? Les parents donneront-ils leur accord quand on sait en même temps que même le chef de l'État s'est dit qu'il serait important de sursoir à ce projet et que les parents qui veulent bien le faire le fassent? Est-ce que les Camerounais aujourd'hui seraient devenus des cobayes? Est-ce que les Camerounais en même temps prennent conscience de ce qui se passe? Ou est-ce qu'on doit finalement poser la tête? Écoutez le clergé qui dit qu'il ne veut pas ce vaccin, ou écoutez le ministre de la Santé qui dit qu'il faut ce vaccin. Le Camerounais lui fait quoi? Il est où là-dedans finalement? Mais il faut se poser la question, Michel Ngachou. Si ce qui était obligatoire devient aléatoire, il y a de quoi le problème se pose au niveau de la qualité de ce qu'on veut vous faire. Parce que au départ, lorsque l'annonce est arrivée concernant notamment le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, on nous a dit que c'était obligatoire. C'était 500 000 jeunes filles qui devaient être vaccinées âgées de 9 à 13 ans. Sauf que après toutes les critiques qui sont venues ça et là, d'abord des populations elles-mêmes qui disaient qu'elles ne peuvent pas admettre ça avec des explications qu'on pouvait avoir sur le plateau, peut-être avec Mbombo et Charlamel, qui vous disent que dans l'histoire, le genre de vaccin a déjà endommagé plusieurs vies et a empêché la fertilité de plusieurs femmes. Maintenant, en dehors de ça, il y a eu que le clergé s'est levé pour dire que, on a notamment Obala Inkonsamba qui se lève pour dire que non, dans mon diocèse, par exemple, je ne veux pas que les enfants soient vaccinés justement parce que il y a que les examens n'ont pas été effectués sur des personnes âgées de 9 à 13 ans, c'est des personnes adultes qui ont subi les analyses cliniques. Comment est-ce qu'on veut alors appliquer ces vaccins-là sur les enfants, par exemple? Donc, tout cela concourt à ce qu'on peut se poser la question de l'efficacité même de ce vaccin, finalement. Et vous voyez même le document du ministre, le communiqué du ministre qui disait que c'était pas obligatoire et que les parents, ça devait être nécessiter une autorisation. Ça fait que finalement, on se pose la question. Ça veut dire que soit le vaccin n'est pas bon, soit la communication n'a pas été bien faite. Non seulement vous le savez, mais qui est ce ministre qui a été chassé justement aux obsèques de la sœur aînée du président de la République, Paul Biya? Qui est ce ministre qui a voulu justement s'y mettre et qui a voulu absolument aller y faire un peu de matuvisme. On va justement le matuvuisme. Ouais. Merci beaucoup. Dans le matuvuisme, c'est un néologisme en même temps créé. Non, c'est un néologisme. Qui est dans ce ministre en même temps? Qu'est-ce qu'il comptait faire? Ça fait le tour de la toile aujourd'hui. Quelle était son intention? Et il faut bien sûr rappeler que le protocole a demandé à ce que personne ne rentre dans ces obsèques s'il n'était pas également, s'il ne faisait pas partie de la famille. C'était important. Mais le ministre quand même s'est dit, je vais y aller, et il a été refoulé. Nous avons connu une période où un ministre même est arrivé au deuil, il a pleuré plus que tous les membres de la famille. Il avait pleuré à chaudes larmes.
M. Michel Ouais. Ngachou. Et quelques jours après, on l'a révoqué littéralement du gouvernement. On était son nom ici. On se bat les contemporains. On se bat les Cher contemporains. ami, aux obsèques de Charles de Gaulle, Bokassa avait pleuré puisque Dieu s'est roulé à terre. Mais il est resté son père. Voilà, j'ai dit Il Bokassa, a il pleuré avait son pleuré devant tout, ça a même surpris la femme de De Gaulle. Donc, non, première chose, nous sommes en Afrique. Est-ce qu'on chasse les gens au deuil? Mais le Il y a protocole d'accord. a dit qu'on ne veut pas vous voir au deuil. On ne chasse pas les gens Les au deuil. choses ont changé maintenant. Les choses n'ont rien changé. Justement, ça change dans Il le va mal. faire quoi au deuil en pleine session parlementaire alors qu'il doit Il s'arrêter. n'était pas C'est un appelé. ministre en même temps. Il n'était pas appelé à l'Assemblée ce jour-là. Le principe est simple. Le principe est simple. On ne chasse pas quelqu'un au deuil. Parce que dans le deuil, chacun vient pour un but. Pour la personne qui est décédée, pour une amie, et ainsi de suite. On ne chasse pas quelqu'un au deuil. D'accord. Si le protocole l'a fait, c'est une faute. L'autorité. Maintenant, il y a des carrés où on ne peut pas entrer. Ça, c'est normal. On dit stricte intimité familiale ici. Ici, c'est la belle famille. Ici, vous, si vous n'êtes pas de la belle famille, vous n'allez pas dans ce carré. Mais le deuil, c'est tout le monde. On ne chasse pas les gens au deuil. Merci beaucoup. Allez, Karine, la revue des réseaux sociaux. Oui, pour commencer la revue des réseaux sociaux, j'aimerais revenir sur le sujet concernant les résultats du concours de la douane de 2014, dont se plaignaient notamment ces élèves qui ont passé l'examen. Il s'agit notamment d'une très fausse information parce que ils sont juste inquiets de n'avoir pas eu l'information parce qu'ils n'ont pas eu les canaux pour avoir l'information ou alors parce qu'ils ne savent pas comment aller sur Internet parce que le concours a effectivement eu lieu le 14 décembre 2014 et les résultats ont été rendus publics le 12 mars 2015 et c'est disponible sur le site du ministère de la fonction publique. Il faut juste taper résultats du concours de la douane session 2014 pour avoir l'information. Voilà. On va poursuivre la revue des réseaux sociaux, Karine. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, il y a un sujet qui a fait parler les internautes pendant tout ce week-end. Un Camerounais, le décès d'un Camerounais à l'hôpital général de Douala qui a poussé ses proches et les internautes à partager une vidéo de lui le jour même de l'accident qui a finalement conduit à son décès. Et dans la vidéo, vous allez voir cet homme-là sur une moto à 4 roues en train de rouler. Il n'avait pas de casque, il avait un chapeau, je pense c'est un chapeau sud-africain, si je ne me trompe. Et il roulait à Bonanjor. Après, il s'est renversé, littéralement, il s'est renversé, oui. La moto s'est retournée et c'est comme ça qu'il a été conduit à l'hôpital de la garnison militaire et finalement la situation s'est empirée et il s'est retrouvé à l'hôpital général où il a finalement rendu l'âme. Et sur la toile, les internautes quand même se posent beaucoup de questions. Comment est-ce qu'il pouvait conduire une moto pareille sans un casque préalablement? Maintenant, il y en a qui disent que certainement il était déjà mort depuis, en révoquant notamment le phénomène de Didier Arafat. Il y a plusieurs qui soulèvent notamment d'autres questions. Comment est-ce que quelqu'un peut chercher les problèmes à ce point-là? Donc, voilà un ensemble de questions que les internautes se posent aujourd'hui, malgré le fait que tout le monde soit d'accord que son âme devrait reposer en paix. Merci Karine pour ce sujet ce matin. Autre chose pour nous? Peut-être non. Attendez. Il y a quand même certains morts qu'on demande l'emprisonnement. Hein. À qui? Oui, oui, parce qu'on vous dit non, tous les morts ne sont pas les ancêtres, parce qu'il faut faire le distinguo. C'est vous qui avez apporté l'expression ici, matuvisme. Donc, quand lui parle, donc, que voulait-il faire? Le matuvi et tout ça. Bon, voilà. À ce moment-là, lorsque vous n'honorez pas la famille, il est hors de question que vous devenez, qu'on vous évoque même parmi les ancêtres qu'on devrait invoquer demain pour sauver la famille. Donc vous décidez et on vous condamne. Et l'autre chose, comme il est mort de suite d'un accident, ça veut dire qu'il apporte la malchance à la famille. Il faudrait des rituels pour rompre ça. Donc, ne vous amusez pas avec la vie. Il faut dire quelque chose d'assez important. Ce gars savait qu'il devait mourir. Et c'est comme ça qu'il tombe là. Il savait qu'il devait mourir. Pourquoi avoir demandé qu'on le filme expressément? Je crois que la mort a tout ce qu'il y a de plus. Et puis il n'a rien fait de bizarre. Là. Depuis qu'il roule, il n'a rien fait de bizarre comparativement à Arafat, qui levait la moto, qui faisait des trucs, on filmait des pirouettes où il sautait. Il a même ralenti avant de se renverser. Quand vous suivez cette vidéo, il a rendu. Je pense qu'aujourd'hui,
beaucoup de jeunes avaient les histoires des portefeuilles magiques. Je le dis, peut-être ils n'étaient pas à l'intérieur. Avec des ils mettent les mains à des endroits compliqués. Ils mettent les mains à des endroits compliqués, sachant qu'un jour, il va partir. Et ce jour, lorsqu'il le sait, ils théâtralisent leur départ. L'histoire de dire j'ai assez bien vécu, j'ai vécu ma vie. Donc j'estime que, regardez le virage. C'est peut-être c'est son ami qui le filmait. Voilà. C'est son ami, c'est comme un moto. Voilà, c'est son ami qui le filmait. Voilà. Voilà, c'est ça vous dit, méfiez-vous, tous ceux qui sont partis, la terre des ancêtres ne leur est pas toujours légère. Hein. Que c'était un ingénieur d'intérieur qui faisait ingénieur ou médecin ou tout ce que vous voulez. Quand vous avez, on dit, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Merci. Vous transgressez les lois de la nature, c'est irrévocable. Et quand vous transgressez donc les lois de la nature, vous apportez la honte, la malédiction dans la famille a le droit de vous rejeter. Et vous le savez, madame, monsieur, pour terminer certainement, un chiffre nous interpelle. On le sait, le sort des enfants invisibles préoccupe aujourd'hui en ce qui concerne la question de l'acte d'état civil, alors que la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant se célèbre le 20 novembre. Le taux d'enfants ne possédant pas d'acte de naissance reste élevé et l'Assemblée nationale justement s'est saisie de la question. Le chiffre, bien sûr, évoqué dans le nord-ouest du Cameroun, effectivement, arrêtez d'en rire. Le chiffre évoqué dans le cadre justement... Nous avons le BUNEC qui existe. Effectivement. L'année 2000, enfin il faut bien préciser que l'année 2019-2020, on a eu dans l'extrême nord du Cameroun 378 762 écoliers qui n'ont pas eu accès justement au CEPE simplement parce qu'ils n'avaient pas d'acte de naissance. Mais pendant 3500. En pleine civilisation. Alors, le Bureau national d'état civil justement fait quoi? On ne dira pas qu'ils ne font rien, mais est-ce qu'on devrait encore en parler aujourd'hui? Le Bureau national d'état civil fait des campagnes. Il y a des centres spéciaux d'état civil un peu partout, non? Donc je pense que c'est aux parents. Peut-être c'est l'argent qui fait défaut. Bon, non, c'est gratuit. Mais qu'est-ce qui peut justifier que le parent, après avoir mis l'enfant au monde, ne fasse pas établir un acte de naissance? L'acte de naissance est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, Dominique Audrey. Oui. C'est 7500. 7500. Ailleurs, c'est les mairies les plus simples, c'est 7500. Les mairies les plus compliquées, c'est 14 000, 15 000 pour établir. Parfois, vous arrivez même à 20 000. Et dans les 20 000, on vous met le fait que vous êtes un nouveau papa arrosé. Il y a des mairies. Je me souviens qu'à Douala 3e et Douala 2e, si je ne me souviens pas, il y a des campagnes qui lancent souvent pour que les parents viennent massivement faire des actes de naissance pour les enfants. Pour que les parents viennent massivement. Est-ce que ça n'a réussi pas à résoudre le problème? Est-ce qu'on le fait à l'extrême nord? On dirait il y a les magistrats là-bas. Mais c'est quand même le chiffre est quand même fort. 378 762 ça c'est une région. On a parlé ici d'un quartier Bepanda et c'est dans l'arrondissement de Douala 5e. 3500. Il y a combien de quartiers à Douala? Il faut poser des questions. À Douala 5e déjà. C'est très grave. Douala 2, c'est aussi grave. Donc peut-être c'est l'occasion pour qu'on multiplie les campagnes. Justement, qu'on entre dans les tréfonds des quartiers. Qu'on les envoie même dans les hôpitaux, puisque les enfants sortent des hôpitaux. Non, en principe, cela devait... Lorsque vous faites la déclaration de naissance à l'hôpital, l'hôpital devrait se charger de manière diligente. Aussitôt que l'enfant est né, on procède rapidement à l'intégration de l'enfant. On fait entrer le formulaire dans le fichier, le serveur central s'occupe, on vient déposer. Aussi simplement, la mère en sortant soit avec l'acte de naissance de l'enfant. Mais étant donné que ce n'est pas ça, lorsque vous arrivez à la mairie, il y a beaucoup qui ont entamé le processus. Allez dans certaines mairies, ils entament le processus. Lorsqu'ils reviennent, on lui dit que mon frère c'est 20 000. Il dit je n'ai pas 20 000. On dit que tu n'as pas 20 000, tu laisses. Comme ils sont là, ils ne reviennent plus. Sauf qu'il oblige. Parfois vous arrivez, c'est les témoins. Pourquoi tu as fait venir? Donc il y a des complications. On pensait que la mise sur pied du BUNEC devait régler un ensemble de problèmes. Mais malheureusement, vous savez, quelque chose qu'on vous donne par compensation, parce que le coordonnateur du BUNEC est en même temps coordonnateur du DDR. Oui, c'est le même, c'est Fayengo Francis, c'est le même. Il est aux deux endroits. D'accord. Merci à vous, Chalamel. Merci, Dominique Audrey, Bon Bengan, Karine Sontia. Je vous souhaite justement de passer une
très bonne journée. Mais surtout, on va peut-être se quitter avec cette note de tristesse. Quand je dis note de tristesse, c'est cette image qui est triste. On n'aura peut-être pas les images à l'antenne, mais demandons aux Camerounais de faire l'axe lourd, Douala, Bafoussa. Ils le font déjà, Michel. C'est extrêmement grave. On ne roule pas sur cette voie-là en sens unique. C'est serpenté. Ce que j'ai vu ce week-end, je ne mange pas de doigts baranté. Je dis ce week-end. Vous avez dit Bafoussa. Ah, baranté. Ah, d'accord. Bon, moi j'aurais voulu l'axe lourd, hein, l'ouest littoral. Mais partons de Banganté pour Douala. Je dis c'est inacceptable. Mais vous avez oublié qu'à un moment donné, la route devient plus petite. C'est incroyable dans un pays comme le nôtre, Karine. Faites-y un tour. Quand vous voyagez la nuit, vous êtes sûr que la mort est avec vous. Elle marche avec vous. Et même en journée, mais il faut être prudent. C'est extrêmement grave quand même. Et on se demande à quoi nous sert justement le ministre des Travaux publics. À demain, 10h.